Et comme tous les matins, madame, messieurs, nous prenons toujours du plaisir à vous retrouver sur les antennes Equinox Télévision avec 10-12, le Zénith qui à l'instant démarre encore. Bienvenue à vous, bienvenue à tous. Installez-vous confortablement de l'endroit où vous êtes. Tenez délicatement la télécommande de votre téléviseur et ensemble, nous allons poursuivre notre talk show comme c'est le cas jusqu'à 12h. Le Cameroun bouge en même temps et la situation politico, si vous voulez la situation socio-politique justement du Cameroun fait bouger le Cameroun aujourd'hui. Que dira-t-on finalement du mouvement pour la renaissance du Cameroun dont, selon des informations qui nous parviennent à l'instant, les leaders seraient en résidence surveillée véritablement? Vont-ils ou pas mener cette marche du 22 septembre prochain? Que dire de la société civile aujourd'hui qui tente tant bien que mal de s'exprimer sur la question, madame, monsieur? Ça fait bouger bien sûr le Cameroun et ensemble, on verra ce qu'il y a lieu de faire et ce qu'il y aura lieu de dire avec les jours à venir. La grande équipe est au complet ce matin. Charles Amel Batoum, Bonbon Bengan, Kainje, Dominique Audrey Oyengelek et Karine Santia. Et comme on aime à vous le dire, Charles Amel Batoum, bonjour à vous. Bonjour, monsieur Michel Ngachou. Bonjour à tous les téléspectateurs. À quoi nous sert le Conseil national d'agrément des livres et tout ça au Cameroun? Vraiment? Était-ce une commission purement politique? Était-ce une commission où on se retrouve à faire un aplaventrisme total? La question, je me la pose. Pour l'année prochaine, les classes de terminale dans le domaine de l'histoire auront fort à faire, notamment le chapitre 9 portant sur le Cameroun indépendant. Dossier 7, ils aborderont les élèves de terminale, Amadou Aïdio, l'homme, l'œuvre. Leçon 19, le Cameroun de 1982 à nos jours. À la vie politique, le renouveau, le putsch de 1984, évolution de la carte administrative, ouverture démocratique, la vie économique, libéralisme communautaire, récession économique, la vie sociale, éducation, santé, sport et culture. Dossier 8. Que les élèves de terminale devront étudier en histoire, Paul Biya, l'homme et l'œuvre. Classe de terminale. Quand on parle de l'histoire c'est pour ceux qui sont vivants ou c'est pour ceux qui sont passés? Seigneur, sauve le Cameroun. Sujet de colère, Charles Amel. Sauve le Cameroun. Bon, Bengan Kandji, bonjour. C'est ça. Bonjour Monsieur Ngachou Numba, bonjour à vous chers téléspectateurs. L'entreprise Camrail avait annoncé en grande pompe la réouverture des trains Intercity. On attend toujours un mois après. Mais c'est triste les voyageurs par voie ferrée Douala-Yaoundé. Hier, c'était très difficile. Le train quittait la gare de Bessengue à 7h20 et resté à la gare de Lungaye jusqu'à 17h22. On enlève la locomotive, on est dit, et rien à personne. On arrive finalement à 21h à aider à croisement pour les y parquer et le train arrive seulement ce matin à Yaoundé. Voilà quelle voie ferrée nous avons au Cameroun. Voilà quelle attitude on laisse les Blancs nous enfumer. Parce qu'il faut dire ainsi, lorsqu'on parle de la concession de la Régie nationale des chemins de fer, ça s'est fait le jour de Poisson d'avril. C'était le 1er avril 1999. Comazar qui avait pris a été entourloupé par la suite pour laisser à Bolloré. Quand on parle de Camrail, c'est deux personnalités. Le groupe Bolloré Africa Logistique et l'État du Cameroun. Voilà comment les deux qui ont décidé qu'il n'y aura plus de voie ferrée au Cameroun. Je répète, Bolloré Africa Logistique et l'État du Cameroun. Voilà l'état de nos rails. Un train quitte Douala 7h20 et arrive à aider à 21h. Quel intérêt justement à le faire pour ceux-là qui ont choisi de tuer la voie ferrée au Cameroun? Et bon, Bengan, le sujet que vous exposez ce matin est assez grave quand même. Vous parlez de 7h, 21h. De 21h à Edea. C'est très grave. C'est Douala Edea. 7h20, 21h. C'est le Cameroun. C'est comme ça qu'on va, c'est ça la République que nous voyons en construction. Je vous dis hier,
Et qu'on fait 45 minutes en voiture, le train fait de 7h20 à 21h. Voilà. Karine Sontia, bonjour. Bonjour. Je suis estomaquée, Bah j'arrive ouais, pas. c'est incompréhensible ça. Écoutez ce que M. Mathieu dit et ce Qu'est-ce que qu'il a dit Mambang dit. Son introduction sur le programme L'histoire. scolaire, Le Cameroun l'histoire. indépendant. Le Cameroun Très indépendant. Paul Biya est encore vivant quand même, non? C'est bien, hein, l'histoire nous apprend quand même que le président Paul Biya a joué un très grand rôle dans l'indépendance du Cameroun. Et, Non, non, on vous a c'est dit, important. la leçon 19, c'est le Cameroun de 1982 à nos jours. D'accord. Et en leçon 8, dans le dossier 8 de la leçon 19, on a Paul Biya, l'homme. Oui, oui, parce que... Et les œuvres. Oui, 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 c'est Mais il est important. encore vivant. Mais c'est Histoire. important. Alors, on vous parle Mais de je Paul vous Biya explique. en terminale. Moi, là où je C'est On parle me, d'histoire quand même, non? Oui, c'est important. je me suis arrêté là, cours élémentaire 2. On nous disait que l'histoire de la connaissance Du passé basé sur les Sur les écrits. Et après, il y a un maître qui est venu nous dire que les sont seulement la connaissance du passé. Parce qu'eux-mêmes, apparemment, ne s'entendaient pas. Mais si c'est la connaissance du passé, Paul Biya, il n'est pas passé. Pas encore. C'est le présent. Ah, voilà. Et on a Donc, fait- donc là, L'année ce prochaine. n'est pas l'histoire qu'on apprend là. Dans cette année, quoi. Peut-être il y a un cours Le qu'on mois va prochain. appeler présent. Non, Il y aura plus- l'histoire, la géographie et le présent. Plus sérieusement, c'est désolant qu'on arrive à cela. Et c'est bien parce qu'on a des éminents professeurs et docteurs qui sont au ministère des enseignements secondaires, qui sont capables quand même de proposer ce genre de programme. C'est bien. Chacun doit justifier sa mangeoire. Et en justifiant la mangeoire, on peut quand même aussi intégrer la personne qu'il faut chanter les louanges. C'est les intellectuels faussaires. Merci. C'est bien. C'est très chaud ce matin. L'école. Vous entraînez beaucoup de colère ce matin. Non, c'est l'école. Dominique Audrey, par contre, n'est pas Non, en c'est colère. pas chaud, il a plu. Ah, il a plu. Bonjour Dominique Audrey. Bonjour Michel Gachou, bonjour aux téléspectateurs. Ce matin, je porte la voix de quelques enseignants qui ont des récriminations ou du moins interpellent le directeur de l'OBC par rapport aux frais de paiement dus à la vacation des surveillances de la deuxième partie du bac, la correction du bac et du probatoire. Vous savez qu'on les a convoqués pour la délibération du probatoire hier. Il y a également que, il mentionne que ces frais sont prévus dans les frais de dossier des élèves et il y a l'OBC qui subventionne également. Ils se plaignent du fait que les frais de l'année dernière leur ont été donnés à la veille des examens de cette année. Et ces frais sont compris entre 30 000 et 40 000 pour les personnes qui ont eu le plus de copies. Donc, ces personnes qui ont surveillé et qui ont corrigé voudraient avoir leur argent. À côté de ça, il y a des téléspectateurs du côté de l'étranger là-bas qui se plaignent de ce que des membres de leur famille ici au Cameroun les ont mis au courant de ce qu'il y a la sœur jumelle de Mida qui est en train de voir le jour et où on leur demande encore de donner de l'argent. Moi, je ne sais pas si j'ai le droit de donner le nom de de la cette structure. structure ici. Je ne sais pas si j'ai le droit. Il s'agit de quoi? C'est la sœur de Mida. En Ah, fait, c'est le une double de structure Mida. un peu comme Mida. Oui, mais il m'a C'est sa dit que jumelle. ça veut dire, en ambassade, ça veut dire la pauvreté est finie. Voilà, donc renseignez-vous, vous saurez de quoi il s'agit. Donc il faudrait que les autorités commencent déjà à avoir un œil là-dessus parce qu'après, on aura encore des gens qui auront des problèmes avec cette situation. Merci beaucoup Dominique Audrey, madame, messieurs. Vous connaissez les différentes plateformes sur lesquelles vous exprimez. Merci de nous rester fidèles. L'histoire du jour, c'est une affaire effectivement qui nous est restituée chaque matin par Dominique Audrey. Nous vous écoutons. Oui, l'histoire de ce matin nous a été envoyée par un monsieur, la trentaine, qui dit qu'il est en couple depuis l'année 2010 et il a 2 enfants avec la femme qu'il chérit depuis toutes ces années. Et il mentionne qu'aujourd'hui, il a énormément de difficultés. Les familles étaient d'accord dès le départ pour cette relation. Il raconte qu'il a eu une aubaine, une opportunité, et il est allé dans un pays à côté du Cameroun s'établir puisqu'il est mécanicien de formation, et il a ouvert son garage là-bas pour des raisons familiales. Il a dû revenir ici au Cameroun et il n'a plus eu la possibilité de repartir. Resté ici, il a pris attache avec un de ses oncles qui est propriétaire d'un garage et il a commencé à travailler là-bas. Sauf que quelques 6 mois après son installation avec son oncle, il a commencé à avoir des petits marchés parallèles où il allait faire des dépannages à domicile. Lorsque son oncle s'en rend compte, il estime que son neveu
veut lui arracher ses clients, lui coupe l'herbe sous le pied et il l'a viré. Malheureusement, il a donc pris contact avec un autre garage qui malheureusement a scellé au bout d'un mois. Aujourd'hui, cet homme a de la peine à pouvoir joindre les deux bouts. Et heureusement pour lui, il a sa belle famille qui l'aide de temps en temps. Il raconte qu'il reçoit de temps à autre des mains levées pour pouvoir nourrir femme et enfants et pour pouvoir gérer quelques petites factures de courant et électricité et autres. À côté de ça, sa femme fait le commerce et vend quelquefois au marché, même si la recette n'est pas grande. Et lui, lorsqu'il trouve même des camions qui déchargent dans les quartiers, des planches dans des dépôts, des seaux, oui, il se débrouille pour au moins sortir de la maison, mais il n'arrive pas à tenir dans cette situation. Son problème aujourd'hui est de savoir pourquoi est-ce que sa famille lui a tourné définitivement le dos. Parce que cette famille dit qu'ils ne veulent plus de cette femme, qu'on ne pourra l'aider qu'à la condition... Sa propre famille à lui, quoi. Oui, qu'il s'en sépare. Et la question est donc de savoir comment trouver, comment s'en sortir dans cette situation. Il n'arrive plus à soutenir le regard de sa femme. Il a l'impression d'être amoindri. En fait, il se sent amoindri par rapport à cette femme-là. Et il aimerait avoir une solution à son Du simple problème. fait que c'est sa belle famille qui s'occupe de lui. Oui. Est-ce qu'il devrait se séparer d'elle pour que sa famille puisse le reprendre? Il n'en sait rien. Très bien. Bon, Bengan Kandji, nous sommes également à votre écoute ce matin. Qu'est-ce qu'on peut dire à cet homme? Sa belle famille prend soin de lui véritablement parce qu'il est... La situation financière n'est pas réduisante aujourd'hui. Et sa belle famille n'a pas grand-chose. Hein. Mais elle ne s'en plaint pas, la belle famille. Non, c'est genre, s'il y a 3 verres de riz, il y a 1 verre pour eux 4 de l'autre côté et 2 pour le reste. Merci Dominique. Bon, nous vous écoutons. Non, la situation est embarrassante au regard des déclinaisons de l'histoire. Parce que généralement, lorsque la belle famille repousse leur belle-fille, il y en a qui peuvent utiliser les termes de paresse. Il peut y avoir du tribalisme, il peut y avoir déjà de la sorcellerie. Je veux dire qu'il y a un qualificatif qu'on ne l'accepte pas, mais on justifie souvent, même si c'est des écarts. Oui. On vous dit par exemple, oui, et cette femme, elle est plus vieille que vous. Comment tu es allé prendre ta maman? Et voilà, il nous dit, aller prendre une femme qui n'accouche pas, et voilà, un frivole, par là, bon. Mais de tout ça, on ne sent rien. Pourquoi rejette-t-on? Et apparemment, l'histoire nous dit qu'au départ, il ne devait pas avoir de problème. Voilà. Est-ce que ce n'est pas des choses du genre où la belle famille considère leur beau-fils comme leur enfant et voudrait pousser le couple à bien s'établir? Ce qui est louable, ce qui est généralement bien, mais sauf que quand ça vient de la belle famille, parce qu'un garçon... Et vous ne logez pas dans votre belle famille. Pas du tout. Mais voilà, vous avoir de soutien. L'autre chose qui est incongrue que je ne comprends pas, son papa qui devrait plutôt l'aider à s'installer. Bon, si d'habitude on l'installe parce qu'on voit un peu les cas d'âge, tu te dis, bon, mon fils, si on reste dans le même garage, peut-être on ne peut pas s'épanouir, mais il est déjà un mécanicien établi, il peut gérer un garage, donc on l'aide donc à s'établir. Bon, probablement... ça peut être loin d'égard pour que la concurrence ne soit pas tout à fait exacte entre les deux, mais il s'établit. Est-ce que c'est cette jalousie du papa qui ne veut pas voir son fils s'établir? Là, c'est condamnable dans la société bantou. C'est une hypothèse que vous posez, en fait. Oui, justement, c'est des hypothèses, puisque on ne nous donne pas les raisons pour lesquelles on ne veut plus de leur belle-fille. Et le papa lui-même licencie son fils. Est-ce que vous parlez de son nom? Non, c'est son fils. Comment il licencie? Est-ce qu'il il causait des larcins, il détournait des marchés? Est-ce qu'il allait réparer les voitures dans d'autres garages? Est-ce que, bon, les raisons ne sont pas données. Donc, en fait, on est dans une situation où on ne peut rester que dans des hypothèses. Parce que la chose normale voudrait quoi? Quand un garçon s'établit, votre papa vient vous rendre visite et vous dit, bon, vous allez construire ici, vous allez faire vos champs là-bas. Quand je ne suis pas là demain, c'est comme ça que vos frères et sœurs seront épanouis, devraient être évolués. Même les filles qui vont en mariage, si le mariage ne réussit pas, l'une sera rattachée à telle, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est à ce moment qu'on demande les jugements d'hérédité. Et papa te salue. Parce que nous, on n'embrasse pas, on te salue, dit, mon fils,
félicitations. Moi aussi, je viendrai te rendre visite. Mais n'oublie pas qu'un enfant ne compte pas le nombre de fagots de bois qu'il verse dans la cuisine de sa maman. Très bien. Voilà, et il te bénit, tu continues. Cette situation, je ne comprends pas. Comment vous l'appréciez de Karine Sontia, cette histoire? Parce qu'il y a quand même 3 problèmes aujourd'hui. D'un côté, il est rejeté par sa famille. De l'autre côté, il est soutenu par sa belle famille. Un troisième problème, c'est qu'il n'a pas d'argent. Voilà. Ouais. Quand vous êtes soutenu par votre belle famille, votre famille a l'impression que votre femme vous domine. Et c'est une interprétation qui m'a l'air un peu bancale. Et ça arrive généralement lorsque l'homme à un moment donné de sa vie quand même a été comme un soutien indéfectible pour la famille. Et après, ça n'a plus trop été le cas. Dites-vous bien que les Camerounais qui vont dans les pays voisins pour chercher une vie meilleure, la plupart aujourd'hui, quand ils rentrent, soit ils rentrent malades, soit ils rentrent pas vivants du tout. Mais si celui-ci a réussi à rentrer vivant et qu'il essaye tant bien que mal de s'en sortir, ça aurait été peut-être l'occasion pour sa famille de l'aider à s'établir. Vous savez que lorsque votre enfant ne réussit pas sa vie, vous serez toute votre vie coupable parce que vous allez vous sentir coupable parce que vous direz toujours que peut-être que je n'ai pas fait ce qu'il fallait. C'est pourquoi vous voyez que les parents se battent corps et âme à envoyer les enfants à l'école. Les parents se battent corps et âme à faire en sorte que les enfants fassent des bonnes études et ainsi de suite parce que il faut que l'enfant réussisse. Maintenant, lorsque l'enfant réussit, c'est peut-être lui pour venir en aide à la famille, aux frères et aux sœurs. C'est ce que le monsieur, lui, il a eu à faire pendant un bon moment. Mais sauf que ce n'est plus pareil et maintenant il est abandonné à sa femme. Et vous savez qu'un homme pour ouvrir sa bouche et parler de ses difficultés à quelqu'un, c'est très compliqué. Et lorsqu'il réussit à parler de ces difficultés-là à la famille de sa femme, c'est encore un autre problème. Maintenant, il y aura 2 peurs. Est-ce que c'est pas la femme qui peut être aussi, consciente des réalités? Aussi, elle peut aller voir sa famille et dire vraiment, voilà. Maman, il y a ci, il y a ça, est-ce que papa, il y a ci, il y a ça, est-ce que... Et quand on aide, c'est parce qu'il y a votre fille dans la maison, c'est un étranger, vous ne l'aurez pas fait aussi facilement. Moi, ce que je peux dire à ce jeune homme, c'est de se battre parce que je comprends aussi qu'il n'est pas très socialement ancré. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans les associations et tout ça parce que ça aide aussi. Les 200 qu'on cotise chaque jour, les 1000 francs qu'on cotise chaque semaine, parfois on ne voit pas l'importance. Mais à un moment donné, c'est précieux et ça change tout. Il dit bien qu'il est débrouillard quand même. Oui, il est débrouillard. Il faut payer le loyer. Voilà, il faut payer le loyer, il faut payer. C'est pour ça que je dis que je vois qu'il n'est pas aussi ancré socialement. Je vous assure que s'il était peut-être dans un groupe, je ne sais pas trop si c'est communautaire, une association, n'importe quoi, il aurait pu se rendre vers ces personnes-là et faire un prêt d'argent pour lancer une activité. Mais je peux vous dire que pour un technicien en mécanique, n'avoir pas d'activité, c'est difficile à comprendre. Raison pour laquelle il faut vraiment qu'il soit aidé. Parce qu'aujourd'hui... Non, mais mécanique auto quand même... oui, c'est difficile de voir des... Oui. C'est si difficile que ça? C'est très compliqué aujourd'hui de si voir vous des gens avez appris dans le R4, aujourd'hui les voitures il faut vous refaire, voilà. Il faut vous refaire, il faut actualiser, il faut, même s'il doit s'établir, il faudra un local, il faudra payer un matériel important pour un début. Est-ce que ce serait pas mieux qu'il se rapproche peut-être de ceux qui ont des garages en ce moment, qu'ils recommencent l'activité pour ne pas perdre la main? Tout le monde dans les garages n'est pas à même de recruter. Parce que si vous prenez une nouvelle main d'œuvre, vous allez devoir la payer ou vous allez devoir faire en freelance. S'il trouve un travail, il fait lui-même. Mais sauf que un petit garage ne peut pas accepter ça. Que vous trouviez un travail en freelance et que vous le fassiez et lui n'a rien, par exemple. C'est pourquoi je dis que si ce n'est pas un vrai garage qui le recrute en disant que ok, il est employé ici, parce que s'il a travaillé pendant longtemps dans ce domaine-là, ça veut dire qu'il est bon. Doit-il quitter la fille ou pas? Non, pourquoi? Ça n'a rien à voir, rien à voir. Parce que si quelqu'un devrait quitter quelqu'un, c'est en fait c'est la fille qui pouvait le quitter, mais elle n'a pas de problème avec le fait que tous les deux se débrouillent. Ils se débrouillent le jour où il y a on mange, le jour où il n'y a pas, on reste tranquille et on se bat comme on peut. Donc, je pense que c'est un couple qui est solide. Il n'y a pas quelqu'un qui peut les séparer. Mais le problème aujourd'hui, c'est que l'homme veut trouver une véritable activité pour les enfants. Voilà la rentrée scolaire. Comment il fait? J'ai eu peur que vous chutiez en disant on va faire comment. Charles Abem Bachou, justement sur la question, qu'est-ce qu'il doit faire pour s'en sortir, ce monsieur? Doit-il rester? Doit-il s'écarter? Doit-il se refaire? Si oui, comment? Monsieur Michel Ngachou, aujourd'hui, on ne contrôle pas l'aspect mariage. L'aspect mariage n'est plus contrôlé aujourd'hui. Chez les Bantous, un garçon ne part pas en mariage sans acquis.
avoir un terrain. Parfois, c'est le père qui paye le terrain pour le garçon pendant qu'il est encore jeune. Quand le père se débrouille, il parvient à acheter le terrain. Quand son fils veut sortir de la maison, il lui dit, tu vas sortir pour entrer là-bas. Le garçon doit automatiquement avoir une maison avant de prendre femme. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on assiste? Et pire même, chez les Bantous, avant de prendre femme, vous devez avoir amassé un peu. Comme on dit au quartier, vous deviez amasser un peu. Qu'elle ne manque pas quoi manger. Pour que votre femme ne manque pas de quoi manger. C'est la raison pour laquelle vous allez vous rendre compte que dans le système occidentalisé, les parents créent des, vous appelez ça des assurances vie, assurances session, créent des trucs pour permettre, ou des comptes pour permettre à l'enfant de ne pas souffrir. Voilà le premier point. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? L'école du mariage, tant chez les garçons comme chez la fille abandonnée. À peine un garçon commence à toucher 10 francs, 20 francs, 2 semaines vers la femme. Il cherche déjà à avoir une petite qui va venir tous les jours chez lui, tous les jours. Quand il sort, il s'assure, il dit que je suis avec Manga. Voilà l'expression, je suis avec Manga. Manga est venu. Et les femmes aiment bien qu'on les appelle comme ça. Manga est passé à la maison. Comme tu vois, c'est la mère de mes enfants. Voilà là où on a dévoyé véritablement le sens du mariage. Voilà donc un gars qui se débrouille. Il n'a pas d'à côté familial. C'est quand il parle d'à côté des parents qui l'encadrent, des tuteurs qui l'encadrent. Il va en Guinée équatoriale se battre, il réussit à amasser, il dilapide, il dit une femme, il prend la femme. Sauf qu'il revient, c'est bloqué. Comment faire pour se relancer? Monsieur Michel Ngachou, chez les Bantous, on dit qu'il y a une réserve que même si tu dois mourir, tu ne touches pas. C'est pour ça que vous entendez souvent, on dit qu'un père est mort là au quartier, on est arrivé, on a trouvé l'argent qui était dans l'oreiller et tout ça. Oui, parce qu'il est pour ses enfants. Il se dit, sans moi, si je ne suis plus là, il faudrait au moins que mes enfants aient de quoi vivre. Chez le Bantou, lorsqu'il a déjà fait un enfant, sa vie s'arrête. C'est la raison pour laquelle vous allez voir plein de messieurs ici. Il a l'argent au monde, mais il ne parvient plus à s'habiller, il ne parvient plus à vivre. Tout ce qui réfléchit, l'enfant doit aller à Oxford, l'enfant doit aller à Harvard. Donc voilà le problème dans lequel on se retrouve. Ce garçon n'a pas su se préparer dans ça, là, c'est le premier point. Deuxième point, monsieur Michel Ngachou. On ne se fait pas entretenir par la belle famille. Ça, c'est pas bon. On ne se fait pas entretenir. La belle famille, dans un premier temps, peut vous coopter. Parce qu'il y a des orphelins, il y a des ceci. La belle famille peut vous récupérer. Vous commencez avec la belle famille. Mais dès que vous volez de vos propres ailes, vous vous détachez de la belle famille parce que vous allez le rembourser sur la vie. Ça devrait même être une obsession. Voilà, ça devrait être une obsession que de partir. C'est la raison pour laquelle lorsque vous prenez même un enfant, votre neveu, à un moment donné, il ne veut plus rester chez vous. Il veut partir, il veut voler de ses propres ailes. Mais lui, il a pris plaisir à ce qu'on l'entretienne. Monsieur Michel Ngachou, allez ici au Kayabasi, permettez-moi. Je vous dis qu'il a pris plaisir. Je vous dis qu'il a pris plaisir. Parce que ce gars n'est pas un apprenti, il est un expert. Au Kayabasi, il y a des gars qui se lèvent chez eux, ils n'ont aucun garage. Il est au Carrefour, la Kanyabasi, jusqu'à tous les différentes entrées de Kanyabasi. Il tourne dès que vous avez la voiture. Un problème, une panne, mécanicien, électricien. Tu dis oui, j'ai un petit souci. Il dit c'est le véhicule là. Il sait. Le Kanyabasi, en Vorada, vous ignorez Vorada, monsieur Ngachou. Là où on dépend des voitures, est-ce que c'est le garage de quelqu'un? C'est des zones aménagées. Vous avez à Bafoussam, pareil, il y a des endroits à Bafoussam, où si vous voulez, c'est comme le Kanyabasi de Douala. Donc j'estime que rester là et dire que bon, on voit les charges, on prend. Il a un métier. Il est technicien. Un technicien ne manque pas, monsieur Michel Ngachou. Ne manque pas de boulot. Un technicien, à tout moment où il sort, il réussit à s'en sortir. Je vais terminer en disant, monsieur Michel Ngachou, que la plus grande malédiction d'un enfant, c'est de ne pas honorer ses parents. Honore ton père et ta mère. On n'a pas dit quand ils sont vivants, quand ils sont morts. Pourquoi n'a-t-il pas honoré ses parents lorsque dès l'entame de cette relation, les parents ont posé des avis non favorables? Oui, c'était favorable au départ. Je dis, pourquoi n'a-t-il pas? Je dis bien au départ de cette relation, parce qu'à un moment donné, les parents ont dit on ne veut plus de cette relation. Il n'avait plus rien à ce moment. Très bien. En tout cas, peut-être on estime que c'est la fille qui l'aurait... Je ne voulais pas y arriver, mais j'estime... Voilà. Je ne vais pas arriver à cette réflexion, mais je dis, puisqu'il aurait dit, bon, on l'a posé 2 ou 3 fois,
Quel est le motif pour lequel on ne veut pas voir la fille? Il aurait dit à Dominique Audrey, on ne veut pas voir cette fille parce que ça nous aurait donné les pistes. Là maintenant on est en train de spéculer. Effectivement, mais au-delà quand même de la mécanique ou encore de son expertise dans le domaine justement de la mécanique auto, il n'y a pas que ça. La terre ne ment pas, par exemple. Pour beaucoup d'entre nous, nous sommes cultivateurs. Il faut déjà avoir la terre. Il faut déjà avoir la terre si elle ne ment pas. N'est-ce pas? Vous allez avoir, il faut déjà avoir la terre. Même ici à Beaumont, vous ne pouvez pas louer la terre. Vous allez arriver là-bas dès qu'on regarde approche sociologique. Je vous dis, excusez-moi. C'est une façon de parler pour dire. Prenons la vue de Dominique Audrey sur l'histoire de ce matin. Moi, avant de certainement émettre mon avis, j'aimerais appeler à la sensibilité des personnes qui peuvent trouver du travail à cet homme. Aujourd'hui, on a un homme qui est conscient de ce qu'il est en difficulté, qu'aujourd'hui il a une sorte d'handicap et qu'il est temps pour lui de sortir de ce sommeil-là. C'est difficile pour un homme d'avoir à soutenir le regard de sa femme qui le dévisage lorsque le matin arrive et qu'il doit sortir et qu'il ne laisse rien à manger alors qu'on a 2 enfants à charge. Ce n'est pas facile pour un homme normalement constitué parce qu'on en a là qui, même s'il vous laisse une semaine sans rationner, ça ne lui dit foutrement rien. Il préfère aller jouer au jeu de hasard. Donc ça, c'est un homme conscient. Des hommes pour lesquels une femme pourrait être prête à mourir. Et la preuve, cette jeune femme, malgré son jeune âge, malgré qu'on pourrait lui dire non mais attends, tu as à peine 28 ans, qu'est-ce que tu fais avec un homme qui ne te donne rien, qui ne t'offre pas la lune et toutes les broutilles qu'on donne aux femmes sur lesquelles elles s'accrochent généralement. Elle sait que voilà un homme de valeur, un homme qui l'aime, un homme qui l'a rendue mère et un homme qui est avec elle malgré et envers tout, malgré tout, il est là. Donc, elles, comme lui, ont besoin de se soutenir. Il faudrait qu'elle multiplie d'ardeur, d'enthousiasme et de force dans son commerce à elle. Si elle a la possibilité de demander à sa famille d'augmenter son capital, à elle, la femme, pour qu'elle puisse partir, même si c'est un prêt, qu'elle demande, et dans la mesure du possible, si sa famille peut l'aider, qu'on lui donne cette aide-là. Maintenant, pour son mari, si jamais on ne réussit pas à avoir, parce que vous savez, il y a des téléspectateurs qui me contactent pour donner du travail aux gens, si on ne trouve rien pour lui, qu'il commence par là où Charles Hamel a terminé, qu'il commence à aller au camp Yabassi, qu'il tacle là-bas. C'est vrai qu'au départ, on va un peu le bousculer. C'est déjà, peut-être, étant donné que nous parlons, oui. Il nous regarde ce matin, c'est déjà lui dire, mais il faut déjà apprendre à se faire confiance à soi-même, oui. Premièrement. C'est la première richesse en réalité. Vous ne devez jamais, mais alors jamais douter de vos compétences, de ce que vous êtes. Sauf que... C'est la première des choses. La deuxième chose maintenant, c'est de se dire, poursuivez peut-être, oui, sauf que, je compléter par la suite. Oui, au niveau de la confiance, il y a des situations dans la vie qui vous amènent à douter de vous. Ouais. Les personnes qui se donnent la mort, généralement, c'est parce qu'ils sont arrivés à un point où la question de son existence est remise en question. Pourquoi est-ce que j'existe? À quoi est-ce que je sers? Le monde ne se porterait-il pas mieux sans moi? Donc, lorsqu'on arrive à ce niveau-là, ça veut dire qu'on a l'impression qu'on est tout sauf un homme. Donc, cet homme-là, si cette situation perdure, ça ne sera pas bon. Et vraiment, félicitations à sa belle famille qui sort vraiment de l'ordinaire avec un beau-fils qu'on sait qui ne peut pas entretenir notre fille, mais on est là, on sait que c'est un garçon bien pour notre fille. Donc, lui, qui commence par là où Monsieur Mbachou a terminé, et à côté de ça, qu'il essaye de trouver, avoir un garage, il faut des fonds, comme Karine a dit, il faut le matériel, il faut louer un local. Vous savez que je peux décider qu'aujourd'hui, je vais vendre ma banane ici à l'entrée. Sauf qu'à l'entrée, je suis à l'entrée de quelqu'un. La personne elle me dit, on ne vend pas mon entrée, mais si vous voulez vendre, donnez-moi quelque chose. À côté, il y aura une vendeuse qui va dire que moi, je ne veux pas la banane ici, hein. J'ai déjà la banane là. Donc, il va se heurter à des difficultés, à des murs, mais il faut être, on dit perdurant, il faut perdurer, en tout cas. À ce moment-là, je voulais lui dire que où sont passées les relations qu'il avait avant. Monsieur Ngachi, où sont passées les relations qu'il avait? Dans les quartiers, on met les plaques, plombiers ici, réparateurs, électriciens. Un gars peut mettre ça alors qu'il a un village. Il vient à Bépanda, il arrose. Mais qu'il met garagiste. Non, en fait, c'est lui dit qu'il y a des stratégies qu'on vous donner. Oui, il y a des moyens. Les amitiés, vous savez comment ça se passe. Partons sur un fait simple. Il devrait déjà, lui, le monsieur, apprendre à se faire confiance, premièrement, parce que c'est la première valeur intrinsèque qu'il a avec lui. La deuxième chose, en même temps, peut-être pour mieux comprendre, pour mieux expliquer ce que j'ai à dire, c'est que à un moment donné, on se levait
On dit, ben, je suis jeune présentateur de mariage. Je sors donc comme Pas Cana. Je sors donc comme Cana. Le palais de congrès n'est pas loin de moi. Je vais là-bas. Il y a encore le nom là-bas, je ne vais pas citer ici. Quand je pars de chez moi, je dis, je vais, c'est réussir. Comme je parle, c'est pour réussir. Je ne rentre pas sans ça. C'est-à-dire que je ne rentre pas sans ça. Et jamais de ma vie, tout ce que j'ai foncé, ou partout je suis parti, j'ai dit, je fonce, je vais réussir. Je réussis parce que je vais avec cette abnégation. Voilà. Donc il faudrait justement que le monsieur qui te regarde ce matin, et pour les hommes qui te regardent, qui ont ce problème, qui se disent, arrêtez de croire que vous ne pouvez pas. Arrêtez de mettre justement des barrières dans vos vies. Arrêtez. L'arme d'abord est au fond de nous-mêmes. Le secret justement c'est dans la pensée. Oui. Et c'est comme justement la femme qui est enceinte, elle dit, enfin c'est comme la femme qui veut l'enfant. Vous voulez l'enfant, vous dites je veux un enfant. Et maintenant vous dites, ben, comment je veux cet enfant? Je veux qu'il soit grand, je veux qu'il soit costaud, je veux qu'il soit... Vous le concevez d'abord. Et maintenant quand vous irez passer justement à l'acte sexuel, l'enfant que vous aurez sera exactement le produit de votre pensée. Vous avez les mécaniciens, je vous le dis très sincèrement. Vous avez les mécaniciens de l'homme qui font le trajet tous les jours. L'homme Manjo. Si tu es en panne, si vous êtes en panne sur cet axe, ils vont passer avec la moto, ils s'arrêtent avec grand dépannage. Ceux de Manjo font jusqu'en Consamba, ceux de Consamba poussent jusqu'à Melon. Je dis, les gars sont organisés sur les axes. Oui. C'est la raison pour laquelle, dès que vous, grand, c'est quoi, chauffage, vous avez chauffage, ne bougez pas, je suis mécanicien. C'est la voiture. Non, on regarde 1, 2, 3, il faut qu'on aille prendre la telle. On peut vous remorquer, attendez le remorquer. Il peut. Le technicien ne donne pas de choses. Il peut véritablement. Ils peuvent. Allez, merci madame, monsieur. On attend également vos propositions ce matin. Dites-lui ce que vous pensez, comment le conseiller, comment l'amener justement à changer, mais surtout avoir notre regard, on va dire, plus agréable vis-à-vis de sa belle famille, peut-être aussi trouver de l'équilibre avec sa propre famille souche. Merci à vous madame, monsieur. Dans un instant, la colère. Je m'interroge ce jour sur la question des démolitions comme réponse aux inondations dans ce pays. Depuis le déclenchement des pluies et après les inondations du 21 août 2020, les pouvoirs publics, après plusieurs concertations, nous disent-ils, n'ont trouvé aucune solution autre que les démolitions comme résolution définitive aux inondations dans les principales villes de ce pays, notamment Douala et Yaoundé. On casse. Depuis le 21 août, on casse. En plus des 700 familles sinistrées déjà par les inondations, on a encore ajouté un lot. Cette situation devrait nous amener à nous poser deux questions existentielles. Existe-t-il une véritable politique de traitement des eaux usées, mieux encore une politique liée au drainage des eaux pluviales? Point d'interrogation. Pourquoi casser? Pourquoi démolir? Et pourquoi laisser construire? Comment comprendre que depuis des lustres, l'équation des inondations dans nos principales villes se résout à des démolitions qui ne résolvent en rien le problème de l'eau? Mercredi. Pourquoi cette méthode semble être la plus appropriée pour nos dirigeants? Eh bien, les démolitions ne coûtent rien au gouvernement car il est plus facile de casser que de dédommager, surtout lorsqu'on sait que les populations qui occupent ces bas-fonds sont extrêmement vulnérables. Pour casser, alors que les causes sont ailleurs, on n'a besoin que d'un seul engin. Pourtant, on peut se battre. On peut se battre à ouvrir et à drainer. Comment comprendre que les maires s'emploient à démolir les habitations des pauvres contribuables camerounais alors que les principales villes souffrent d'une absence et insuffisance d'un réseau d'évacuation des eaux pluviales? C'est une situation qui ne cause pas directement les inondations, mais les amplifie et semble ne pas véritablement
être pris en considération dans la politique d'aménagement des différentes zones. Comment comprendre que les maires s'emploient à démolir les habitations des pauvres Camerounais alors que les principales villes souffrent, elles n'ont pas d'égout. Les égouts, si elles existent même, sont particulièrement bouchés et presque inexistants. On devait mettre sur pied une politique de drainage, une politique d'entretien et de maintenance des égouts. Comment comprendre que dans la mise en place des programmes d'aménagement de nos villes, aucun projet relatif à la mise sur pied des égouts ne soit valorisé? Comment comprendre que les maires s'emploient à démolir les habitations des pauvres Camerounais alors qu'il n'existe aucune politique mise en place pour réguler la forte urbanisation qui s'accroît dans nos villes? On parle beaucoup plus de l'urbanisation, on parle beaucoup plus de la forte urbanisation, mais hélas, on ne voit jamais le premier parpaing qui entre en terre, on voit plutôt des maisons qu'il faut démolir. Que dire de l'augmentation de l'imperméabilisation des surfaces urbaines, bitume, parking, bétonnage du sol, qui favorise le ruissellement des eaux au détriment de son infiltration vers les nappes souterraines? Autre aspect non négligeable des causes de la montée exagérée de l'eau après une longue pluie qui est la destruction de la mangrove, type de côte basse des zones forestières équatoriales caractérisées par un faciès vaseux dans lequel s'implantent les racines et chassent des palétuviers. Les causes anthropiques, ici nous pouvons ajouter la réduction du temps des bassins versants qui est le temps mis par l'eau de pluie pour arriver à la mer. Ce phénomène se réalise aisément à Douala avec l'aménagement des quartiers comme Makepe qui a contribué à la destruction de l'environnement, le changement du paysage, poussant ainsi l'eau issue des pluies à se diriger le plus rapidement possible dans la rivière Mbanya sans infiltration préalable. On casse alors que l'urbanisation de la ville de Douala n'a jamais pris en compte les réalités propres du fleuve Vouri, la réduction ou disparition des eaux souillées stagnantes, l'amélioration de la gouvernance urbaine en matière d'assainissement, la responsabilisation des populations vis-à-vis des ouvrages aménagés, la facilitation de la mobilité urbaine et la valorisation du foncier. Au lieu de casser, inspirez-vous des grandes villes comme Le Caire, Paris ou encore Amsterdam qui sont implantées à proximité des grands cours d'eau. L'ensemble des rues à quoi, partant de la rue de la Casse jusqu'à la dernière rue vers le carrefour Tif, étaient des rues où coulaient des rivières. On a préféré faire la route en oubliant que tôt ou tard, l'eau de ces rivières reviendra et elle ruissellera. C'est ces rivières qu'il faut penser, c'est ces ruisseaux qu'il faut penser. En dessous, nous sommes dans le sable, ça ne peut pas circuler. Ouvrez les drains au lieu de casser. La preuve, là où on a cassé, l'eau est revenue et a continué à monter. Sujet justement de colère ce matin, madame, monsieur. Et c'est fondamental en même temps, Chalamé, ce que vous dites. Parce que la question, ce n'est pas seulement ici à Douala, où on vit ces réalités. Il y a des quartiers également à Yaoundé, où on vit ces réalités. C'est très compliqué. Je parle ici de Tinguel Lobby, où on sait comment ça se passe là-bas, mais les gens y vivent toujours. Et on sait qu'il y a des solutions à ça. Alors, bon, Bengan, vous avez entendu cette colère exprimée par Chalamé Battu ce matin. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que casser ou démolir, c'est la solution? Je ne pense pas que le gouvernement prenne cela comme la solution. Le gouvernement prend cela comme une manière d'éviter les catastrophes. C'est-à-dire qu'elle est consciente d'avoir échoué à la politique d'urbanisation, je ne pense pas. Donc, je vais dire la politique a échoué, mais le gouvernement n'est pas conscient qu'elle a échoué. Parce qu'elle a été absorbée par la non-maîtrise de l'exode rural, de la paupérisation, par exemple, du chômage a été abordé, mais il ne sait plus quoi faire. Donc, les populations se sont établies dans ces zones. Vous parlez de fret aéroport. Effectivement. Par exemple, c'est une zone que tout le monde connaît, qui était une zone déclarée non habitable. Donc, or, pourquoi les gens s'y ont installés avec même des compteurs d'eau et d'électricité, alors que si vous habitez une zone qui est interdite à l'habitation, vous ne devez pas avoir un branchement d'eau, d'électricité, ils en ont eu. La politique
qu'on avait légué au président Paul Biya qui entrait dans le 5e plan quinquennal. Parce que quand vous entendez parler de la zone Nilong, ici à Douala, la zone Nilong, et Madagascar à Yaoundé, c'est des zones qui étaient aménagées par la maïture. Il fallait poursuivre ces aménagements urbains-là, et c'était d'ailleurs encadré par un Camerounais qui est actuellement, je pense, celui qui coordonne les activités du programme de développement municipal en Afrique et qui organise les sommets Africité. Peut-être faut citer son nom, il s'appelle Jean-Pierre Elombassi. Il était sous-directeur à Maïtur à l'époque. C'est des choses qu'il faut dire, il faut le dire. Et il a été chassé de la Maïtur, malheureusement. Bon, il s'est établi au Bénin et il a créé un espace comme ça que le Cameroun ne veut pas capitaliser. Donc, vous avez une expertise comme ça que vous laissez passer. Donc, les zones sont devenues, à l'époque du passé, il était question que, là, vous voyez, au Nobiono, il habitait, c'est une zone marécageuse. Diane, sur Nobiono? Oui, en Ndokoti. Oui, d'accord. Donc, il était question que c'est les bobos, comme on dit, ceux qui ont les moyens, pouvaient occuper les zones marécageuses. À ce moment, il y avait donc un plan d'assainissement qu'on vous exigeait et votre plan de maison, comme on dit souvent, le plan d'études, il a présenté et vous avez vu comment on a canalisé l'eau qui va jusqu'à Sokarto, Société Sokarto, pardon, quartier Sokarto derrière. Il en est de même du quartier Denver, qu'on appelle Denver à Bonamoussadi. C'est une zone marécageuse, mais en Maïtur, on avait exigé que ceux qui y habitent devaient d'abord venir avec un plan de leur maison et tout. Donc voilà comment on se faisait. Parce que c'est pour cette raison que... Est-ce que c'est dire que la Maïtur aujourd'hui... ne travaille plus. Ne travaille plus véritablement. Oui, on ne donne plus du travail à la Maïtur. Ou alors la Maïtur travaille et ceux qui doivent décider ne décident pas. Et la zone, l'avenue du 27 août, ancien Monoprix, je ne sais pas comment vous l'appelez aujourd'hui. Donc c'est construit sur un ruisseau. La direction des brasseries du Cameroun est construite sur un ruisseau. Est construite sur un ruisseau. Donc il y a plein de choses comme ça, mais on essayait tant bien que mal de laisser, comme disait Charles Hamel, on ne brutalise pas l'eau. Parce que demain, quand l'eau va revenir, il va te dire que c'est ici que j'ai passé. C'est mon lit ici. Donc voilà, vous allez faire comment? Ce sera la désolation. Donc en fait, c'est ce que là l'État a fait faillite. Maintenant, quand vous venez donc, vous voyez les populations s'installer 10 ans, 20 ans, 40 ans. Vous venez un jour, vous le dites. Non, il risque d'avoir inondation. Quittez vite. Ce n'est pas normal. Très bien. Le préfet de la Sangha Maritime, dernièrement, j'ai vu une note qu'il avait fait à ceux qui ont pris les logements de la CELUCAM. Il les avait donné 8 jours. Vous donnez 8 jours à quelqu'un maintenant pour quitter une maison. Mais attendez, il y a quand même des choses. Même s'il faudrait recaser les gens, c'est une politique. Est-ce qu'on a procédé à la décentralisation pour que les mairies d'arrondissement commencent d'abord à entretenir? À ce moment-là, vous faites des foyers, des camps. Vous dites aux populations, c'est pour votre intérêt. Quittez ici. Vous avez vu ce qui s'est passé. On avait logé les gens dans comment on appelle ça, à la marine là-bas, à l'armée marine et tout. Donc vraiment, c'est pas bien. Faut pas. Mais pas comme avec merci Bombor pour ces éléments d'histoire, pour tous ces éléments d'ailleurs qui retracent la réalité des constructions au niveau du littoral ici au Cameroun. Et Dominique Audrey, la question se pose pas seulement pour les Doualais, elle se pose également pour les Yaoundéens, pour ceux qui sont à Bertois, pour ceux qui sont en Gaoundéré, pour ceux qui sont en Marois également, qui vivent dans les inondations aujourd'hui. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que c'est cassé? Est-ce qu'on ne devrait pas interpeller davantage les pouvoirs publics, notamment les maires des villes, à revoir les cartes justement de ces villes-là et redonner de bonnes orientations aux populations pour de bonnes constructions quand même? Les personnes qui achetaient le terrain à l'époque et qui entendaient de construire des maisons se rapprochaient généralement des mairies pour qu'on leur dise à tel endroit vous pouvez construire et à tel autre endroit vous ne pouviez pas. Aujourd'hui, malheureusement, on se rend compte que les gens achètent simplement le terrain et se lancent comme ça dans des chantiers. Conséquence, ils sont surpris soit par les eaux, soit à être démolis parce qu'il y a des projets qu'ils doivent passer par ces endroits-là. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque vous construisez, on va construire? On vous laisse. On ne dit rien. Justement, lorsque vous achetez le terrain, ça c'est pour les personnes qui ont acheté le terrain à l'époque, qui font savoir que lorsqu'on achetait, on se rapprochait de la mairie qui avait des cartes. Allez, vous voyez, lorsqu'on va vers le camp, c'est le camp Yayap, là-bas, au tournant, il y a une plaque
qui vous montre les projets au niveau de vers Messa là-bas. On vous montre comment les projets vont s'établir là-bas. Donc, il ne fallait pas construire n'importe comment. À la mairie, vous aviez une carte qui vous disait ici, il y aura telle chose, là, il y aura telle chose, ici, vous pouviez construire. Aujourd'hui, malheureusement, par rapport à la géographie du Cameroun, on devrait avoir des habitations spécialisées. Dans la région septentrionale, où on est sujet généralement à des inondations, on doit pouvoir avoir des maisons sur pilotis pour que l'eau, même s'il y a des inondations, l'eau puisse rester juste en dessous et que les maisons et les habitants soient protégés de ces eaux-là. Malheureusement, on n'a pas la culture des égouts ici et des drains, parce qu'en France, par exemple, les égouts datent des années 1900. Parce que justement, il fallait protéger les fondations. Vous savez que lorsque la fondation de la maison est tout le temps en contact avec l'eau, il y a l'humidité et autres, la maison se dégrade. Et on peut, à part bon, pas le chassement, à part le fait que vous soyez déguerpis et qu'on vous casse, la maison en elle-même peut s'effondrer sur vous, simplement parce que on a un sol qui a de l'eau en dessous. Ça fragilise les habitations. Donc aujourd'hui, ce qui se passe avec ces populations-là, on devrait peut-être pas les casser, mais si on casse, il va falloir aménager ces espaces-là. Les zones maraîchères sont des bons bassins de production. Bon, marécageuses, oui, je voulais dire marécageuses, sont des bons foyers, des bassins de production, des cultures maraîchères, par exemple, qu'on pourrait faire là-bas. Et le sujet de M. Mbachou m'appelle à me poser la question, la question sur la question des logements sociaux. À qui est-ce que c'est destiné ? Parce qu'à part qu'il y ait des Camerounais qui peuvent avoir la possibilité d'acheter un terrain pour se construire, il y en a qui sont là-bas parce qu'ils sont en location. Pour qui donc sont construits les logements sociaux? Karim, vous avez la réponse à ça? En réalité. Karine a la réponse? Vulnérables. Très bien. Les populations qui sont dans le besoin. Pas pour des fonctionnaires qui ont déjà des maisons, pas pour les militaires qui ont des camps dans lesquels ils peuvent vivre. Les logements sociaux sont pour des personnes en défaillance sociale. Très bien. C'est pourquoi on prend des personnes qui ont des problèmes d'habitat. Les zones à relief interdit de construction au Cameroun sont très prisées par la population vulnérable. Parce que, n'est-ce pas, ça coûte moins cher. Et pour s'établir là-bas, vous pouvez prendre votre temps. C'est pourquoi vous voyez que même quand les populations s'installent là-bas, ça commence toujours par une maison en carabote, en planche, là. Après, au fur et à mesure, on fait la fondation. Après, on monte le premier mur. Regardez le processus. Je dis, ce sont des populations vulnérables, des gens qui n'ont pas d'argent. Mais quand ils réussissent à avoir un terrain, un espace de peut-être, je ne sais pas, 200 mètres carrés, sur lequel ils peuvent placer, sur lequel ils peuvent placer par exemple un petit studio, mais ils sont à l'aise. Pour eux, ils ont accompli. Malgré l'eau. La possession d'un local pour un individu est un accomplissement. Peu importe où il se trouve, je dis bien peu importe où il se trouve. Aujourd'hui, les terrains de l'Indie qui sont aujourd'hui vendus à tort et à travers, ce n'était pas une zone habitable. C'est une zone qui est complètement marécageuse. Mais aujourd'hui, on vend, il n'y a même plus de terrain. Ça dépend des endroits. Il n'y a même plus de terrain à l'Indie. Non, ça dépend des endroits. Il y a des endroits qui sont quand même... Oui, bien sûr. En haut, bien sûr. En bas, tout est pris. C'est vrai. Les constructions sur les flancs, par exemple, sur les collines, les montagnes et autres, sur les pans de collines sont aussi interdites. Parce que ça peut, à un moment donné, il peut y avoir éboulement, à un moment donné, il peut y avoir érosion et tout. Il faut bien protéger les populations. Sauf que les gens construisent dans des territoires, dans un arrondissement. Et des arrondissements qui sont dirigés à la fois par le sous-préfet et par le préfet. Des gens qui ont un droit de regard sur la vente des terrains et la construction dans leur territoire. Donc, il faut se poser aussi les questions sur leurs actions à eux. Ils ont des conseillers municipaux qui peuvent attirer l'attention en disant non, il y a des constructions qui sont en train d'être faites sur tel ou tel autre endroit. En 2006, à Etekak, à Yaoundé, à Oyoma Bank, Carrière et à Mbankolo, il y a eu des casses. On sent un fait droit là. Il y a eu des Bankolo. À Bankolo, il y a eu des... Nous sommes des doualais. D'accord. Il y a eu des gens, il y a une personne qui avait perdu la vie, notamment à cause de ces casses-là. Il y a des gens qui n'arrivent pas à supporter ce genre de situation. Gardez la parole. On vous retrouve dans un instant. Je vous en prie, Carole. Karine, Santia, et puis on en reparlera. Madame, messieurs, une pause en même temps. On va honorer nos partenaires et on se reparle.
Bon retour à vous, madame, messieurs. 10-12, le Zénith à l'instant se poursuit sur votre antenne. Et puis, avec la grande équipe encore, c'est des sujets qui nous intéressent et qui vous intéressent également, qui vous parlent énormément. Comment reconstruire le Cameroun qui est le nôtre dans ce qu'il traverse aujourd'hui, mais mieux comprendre les éléments qui l'entourent. Et Charles Hamel, dont la collègue exprimée avant la pause, revenait sur les constructions et les destructions en vue à la suite des inondations. Et la question essentielle, effectivement, c'est de savoir, doit-on absolument démolir ou quels sont les résultats qu'on a obtenus aujourd'hui après ces casses? Est-ce que l'eau finalement ne revient plus aujourd'hui? On va peut-être mieux vider ce sujet avec les deux éléments qui vont nous être servis dans un instant, mais surtout donner la possibilité à Karine Sontia de poursuivre son argumentaire de tout à l'heure. Question de mieux comprendre où vous nous conduisez, Karine. Voilà, j'étais au niveau de Bankolo. De Bankolo, oui. Oui, Merci pour la prononciation. Oyoma Ban et Carrière. Très bien. Où des maisons avaient été cassées. Et il faut dire que c'est des zones fortement démographiques. Ce n'est pas des zones où 2-3 personnes habitent, comme peut-être ici à Denver ou autre. C'est des zones fortement démographiques. Et lorsqu'on l'a fait, il y a des personnes qui ne supportent pas et qui ont des attaques cardiaques et qui en décèdent. Et je disais tantôt que les personnes qui construisent sur ces endroits à risque-là sont des personnes vulnérables, donc des personnes qui n'ont pas d'argent. Et que c'est lorsqu'ils arrivent dans cette maison en carabote ou en planche qu'ils commencent à faire un mur, et ainsi de suite. La maison finit par heureusement vraiment qu'en Bankolo, c'est sur des collines. Hein, donc oui, justement. Il n'y a pas d'eau. Je parle des zones à risque. Très bien, merci. Des zones à risque. Et des zones à risque sont aussi sujettes, sont aussi victimes des eaux. Parce que lorsqu'il pleut, il peut avoir une simple érosion, il peut avoir un éboulement. À Anguache, c'était pas un marécage, c'était des collines. Maintenant, je disais tantôt que ces cas se font généralement en violation des normes internationales, des règles internationales. Le droit à la sécurité légale de l'occupation, le droit à ne pas être dépossédé de son bien, le droit à l'information, à la participation, au relogement, à la restitution de la compensation. Donc, en principe, quand l'État vient vous déguerpir, l'État a le devoir de vous donner des fonds qui vous permettront, ne serait-ce que d'avoir un espace où couvrir votre tête. Parce que, je le dis encore, avoir un local, c'est la chose la plus importante pour un homme. Que vous soyez débrouillard ou fonctionnaire ou n'importe quoi, peu importe ce que vous faites, quand vous avez déjà votre toit, vous avez la sensation d'avoir atteint un certain niveau. Maintenant, ce sont des éléments internationalement reconnus que l'État doit respecter, mais l'État ne le fait pas. Le pacte international des droits économiques et sociaux, c'est pas respecté. Le pacte international des droits civils et politiques, et même la charte africaine des droits de l'homme, prévoit que les êtres humains ont droit à un logement. Mais lorsqu'on vous casse, jamais pour vous dire que allez vous installer là-bas. Et pourtant, à une époque, on a des quartiers aujourd'hui dans les villes qui s'appellent zones de recasement, parce qu'il y a des gens qu'on avait déguerpis ici et qu'on a installés de l'autre côté. Mais après, depuis lors jusqu'aujourd'hui, maintenant quand on déguerpit quelqu'un à Makapé Misoké, la personne pleure. Après, il réussit à attacher 1, 3, 4 rideaux pour couvrir sa tête et dormir au même endroit parce qu'il n'a pas où aller. Merci Karine. Et Charles Hamel, pour mieux comprendre cela, le problème fondamentalement se situe à quel niveau? S'il faut en sortir. Monsieur Michel Ngachou, je peux vous dire que le Vouri ne nous a pas encore réservé toutes ces surprises. Et le Vouri nous réservera une catastrophe inévitable. Comment le savez-vous? Que vous le vouliez ou non. Savez-vous que l'eau, le Vouri arrivait jusqu'au rond-point d'Aïdo? Oui. Jusqu'au rond-point d'Aïdo, il traversait même à des moments l'espace. Alors placez-vous sur ce trait. Lancez juste votre code, vous allez vous rendre compte que des quartiers comme Denver ne devaient pas exister, des quartiers comme toute la zone de Deido, toute une partie de Deido ne devait pas exister. Non, même ce que vous appelez Soudanaise. Soudanaise, voilà. Toutes ces zones, c'est-à-dire même là où nous nous trouvons ici, toute cette zone, M. Michel Ngachou, vous lancez le trait, vous allez vous rendre compte que c'était la zone de l'eau. Alors, lorsqu'on se retrouve à le faire, comme on l'a fait au Caire, à Amsterdam et à Paris, M. Michel Ngachou, on crée des réseaux de drainage, monsieur Michel Ngachou. Des réseaux de drainage souterrains. Ça suppose que vous habitez ici, mais en dessous de vous, le Vouri continue à passer. C'est-à-dire, il charge les écoulements, rien ne bloque et rien ne freine. Mais hélas, monsieur Michel Ngachou, au lieu de penser la ville de Douala, on n'a pas pensé. Vous pensez que ce qu'on va appeler le drain, votre drain commence où?
Le point de départ de votre drain commence où et ça finit où? Lorsque vous vous retrouvez, prenons seulement celui qui est au niveau de Pont Bonambassem, vous le voyez traverser là, il continue après. Où? Il s'arrête où? Alors, il faudrait qu'on installe un véritable réseau. Les démolitions ne sont pas le problème, monsieur Michel Gatou. Ce n'est pas le problème. Je vais vous prendre un cas, monsieur Michel. On a cassé, il y a eu les inondations à Denver. Certains responsables de Denver ont engagé une entreprise qui a procédé à l'agrandissement du bras. Partant du voulu, ils ont commencé à grandir, ils voulaient faire des remontées pour éviter les prochaines. Et ils ont compris qu'il fallait véritablement travailler. On a fait descendre des gens qui ont travaillé sur ce sujet. C'est le premier point. Le deuxième point, monsieur Michel Ngatou, est-ce que Douala a les égouts? Une ville comme Douala n'a pas des égouts, monsieur Michel Ngatou. On devait avoir un système de traitement des eaux. On devait avoir un système de traitement des eaux. Mais quand vous allez dans les villes, Amsterdam est plus bas que le niveau de la mer, mais il n'y a jamais eu d'inondation. Il n'y a jamais eu des inondations comme on veut nous faire croire, monsieur Michel Ngatou, parce que l'eau circule convenablement. Il n'y a pas de problème. Donc je pense qu'ici, monsieur Michel, ils ont joué avec cela. Et autre chose. J'ai envie de te demander, Chalamel, à l'étape où nous en sommes, qu'est-ce qu'il faut donc faire? Mon tout à l'heure, vous avez cité les autres. Je vous ai dit que partant de la rue de la Casse jusqu'à Dalit, il y a plein de rivières que le bitume est venu étouffer. Il y a plein de rivières. Là, vous voyez les inondations, il y a plein de rivières. Et lorsqu'il y a pluie, lorsqu'il y a ruissellement, l'eau, c'est que c'est ici que je passais d'habitude. Le bitume a remplacé dans Aqua. Je dis simplement dans Aqua, le bitume a remplacé beaucoup de ruisseaux, monsieur Michel. Beaucoup de ruisseaux. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas composé avec la nature? Bon, on l'a dit tout à l'heure, il fallait composer avec la nature. Demain, on vient dire parce qu'il y a une inondation ici, on va raser toute cette partie, côté d'Aqua. On va raser. Le gouvernement camerounais est un gouvernement qui ne veut pas travailler, de trop d'incompétences dans ce gouvernement, parce qu'on cherche plus les solutions faciles. Casser. Mais pourtant, ça fait passer, non? Non, c'est ce qu'ils estiment. Qu'en venant casser, vous avez conçu sur les drains. Si les drains ont une véritable profondeur, monsieur Michel Ngatou, en construisant, ça va empêcher que l'eau ne circule. Ce qu'on a fait, c'est plutôt des rigoles, ce n'est pas des drains. Et la largeur n'a pas été respectée. Je mets au défi le maire de la ville, enfin, l'ancien délégué du gouvernement, de Douala plus sous sa responsabilité, de comparer les drains de Yaoundé du Foundi et les drains de Douala. Et les drains de Douala. Comparez les drains du Foundi. Vous avez vu les drains du Foundi, monsieur. Vous avez vu la profondeur. Toute cette zone en termes de... La profondeur, la largeur. La largeur. C'est l'encadrement même qui se fait aujourd'hui. Vous avez vu tout l'encadrement qui a été fait. C'est à saluer. C'est à saluer le travail. Pourquoi est-ce qu'on met des fonds pour un travail, mais nous avons des individus qui préfèrent tirer large leur poche en élastique et envoyer cet argent au plus profond. Donc j'estime qu'on devrait arrêter avec les démolitions à Douala et repenser véritablement la ville en mettant un système d'évacuation de différentes zones. Merci beaucoup, cher Lamel. Merci à vous, madame, messieurs. Vos réactions, peut-être on ne les aura pas ce matin, mais nous restons avec vous, quoi qu'il en soit, et nous tentons de mieux savoir ce qui s'est passé sur la toile ces dernières 24 heures. Comprenons la réalité, bien sûr, avec Karine Santia, qui va nous les restituer sur cette antenne ce matin. Karine, on a des messages finalement ou bien? On peut lire, non, il n'y en a pas encore. Il n'y en a pas? Allez, allons-y rapidement avec la revue des réseaux sociaux. Oui, dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, on va d'abord s'intéresser à ces manifestations du 22 septembre. Le communiqué du gouvernement signé par le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, qui entérine la thèse de l'insurrection et prévoit une répression telle que prévue par le Code pénal. Et sur la toile, c'est, selon les internautes, la peur qui a finalement changé de camp. De quel camp est-ce qu'elle se retrouve, la peur finalement? C'est un ensemble d'arguments que les internautes ont essayé de relever depuis hier soir, que ce communiqué a été rendu public. Et on sait que depuis l'annonce de cette manifestation, des communiqués successifs ont été rendus publics, que ce soit dans les régions qui ont été d'abord rendus publics, les préfets et autres, avant que le ministre de la mission territoriale même ne sorte. Plusieurs communiqués avaient déjà été rendus publics et maintenant, depuis sa sortie aussi, il y a le RDPC qui a déjà fait une autre sortie. Il y a tellement de sorties par rapport à cette manifestation-là et qui corrobore toujours la thèse de l'insurrection. Alors, qui finalement parlait d'insurrection dans cette histoire Mbongo-Mbenguane? La question vous est également posée ce matin. Est-ce que le sentiment qui pourrait se dégager aujourd'hui, c'est pas de vivre en fait le fait que l'État ou bien le gouvernement semble même avoir peur réellement même qu'il y ait manifestation?
Vous ne voyez pas ça, vous ne sentez pas ça? Non, il y a une expression dans les manifestations. Je ne sais pas si ça vient de ceux qui ont lancé ou ça vient des Camerounais ou bien dans Facebook. Il a dit... C'est la révolution des abeilles? Non, pour chasser Paul Biya. Nous allons manifester pour chasser Paul Biya. Mais je ne sais pas, je pense que le président du MRC n'a pas parlé de chasser Paul Biya. Il a parlé d'évasion pour la résolution de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest et un code électoral consensuel. Bon, maintenant, les gens ont interprété comme ils ont interprété. Libre à eux de le faire. Donc, lorsque on commence de cette manière-là, le gouvernement qui est dans la répression a seulement compris que c'est le chassement de Paul Biya. Donc maintenant, il faut encadrer Paul Biya qu'on ne le chasse pas. C'est normal. Donc, il ne faudrait pas. C'est pour ça que le ministre de l'administration territoriale, dans un tweet qui est apparu hier, qui a été rendu public hier, dit, pour ceux d'entre vous qui souhaitent participer à la grève organisée. Non, là c'est un fake. Attention. Voilà, donc voilà. Oui, ça c'est un fake. C'est un faux compte Twitter. C'est un faux compte Twitter. Ça tient le tour de la toile. Voilà, il faut faire attention. C'est pour ça justement que je voulais. Et j'ai dit, mais attends, ce type de langage. Donc, voilà, préparer. Non. Mais j'ai dit, pour le cas précis, je pense que le peuple camerounais est déjà conscient qu'il doit se prendre en charge. Il doit se prendre. Maintenant, quelle est la méthode qu'il va utiliser? Je n'en sais rien. Mais le premier cap est franchi. On a vaincu la peur. On commence à vaincre la peur. Maintenant, il s'agit de vaincre. Je ne peux pas dire vaincre les balles, mais d'affronter les balles. Parce que, en fait, la répression, elle est sauvage, elle sera rude et tout. Mais quelle détermination le peuple camerounais pourrait avoir. Maintenant, est-ce que le peuple camerounais a les capacités de s'organiser comme le peuple algérien? Comme le peuple Par malien. exemple, le peuple algérien. Je parle peuple algérien, pas de casse. Comme le peuple égyptien aussi. Non, en Égypte, il y a eu des casses. En Algérie, il n'y a pas eu de casse. Le peuple algérien s'organisait. Même les papiers, il n'y avait pas dans la rue. Voilà, il y avait des gens qui venaient nettoyer avec les sacs poubelles derrière en disant Bouteflika, votre candidature, on n'en a plus, il n'en a pas besoin, et même vos gars de la clique, il faut qu'ils partent. Donc on n'en veut plus. Bon, maintenant ils ont obtenu une seule chose, Bouteflika n'a plus été candidat, mais sa clique continue. C'est vrai également qu'ils ont obtenu le fait que beaucoup de gars de Bouteflika sont emprisonnés. Mais là-bas, c'est parce qu'on applique la devise. Dans notre pays, on ne nous apprend pas la devise du Cameroun. On vous dit seulement la paix, nous on veut la paix. Mais quel est le contenu que nous donnons à paix? Quel est le contenu que nous donnons à travail? Quel est le contenu que nous donnons au terme patrie? On vous dit, ah, les antipatriotes, c'est ceux-là qui sont patriotes. Oh, en Algérie, leur devise, c'est quoi? Révolution par le peuple et pour le peuple. Et depuis 1962, le peuple algérien, que vous soyez arabe, cerbère ou qui, ils savent ce que signifie la devise. Donc, quand le peuple décide de marcher, on laisse, même l'armée n'intervient pas. On encadre plutôt. Et vous avez très bien justement fait de mentionner que dans la position du leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun, il a deux demandes, si vous voulez, il a deux problèmes fondamentaux. C'est la résolution de la crise dans le Nozo et surtout qui est un code électoral consensuel au Cameroun, que l'on passe justement à la mise en place de ce code consensuel électoral. Et nulle part, il n'a évoqué le mot insurrection. Alors maintenant, est-ce que ce n'est pas le pouvoir même en place qui semble vouloir profiter de la situation pour mettre en place une insurrection et accuser Maurice Kamto d'être également l'auteur de cette insurrection, parce qu'en fait, on trouve tous les moyens possibles pour pouvoir l'inculper, Dominique Audrey? Effectivement, on se demande, j'ai vu une publication qui m'a un peu fait rigoler sur les réseaux sociaux qui parlait de 14% de détermination et de 71% de panique. Moi, je rejoins Bombok. Et ils ont fini avec le miel. Avec le miel. Moi, je rejoins Bombok. Vous savez, le 9 mars 2019, il était 11h et 18h, le peuple algérien... Il était 11h 11h et 18h. Entre 11 et 18h. 11h et 18h, le peuple algérien à Alger a décidé d'engager la marche de la dignité.
parce que pour eux, il n'était plus question qu'on continue avec ce système-là qui pour eux n'était pas adéquat, n'était pas favorable pour toute la population. Et à l'intérieur, pendant ces marches, on a vu des forces de l'ordre de tous les côtés. On a vu des femmes, on a vu des enfants, on a vu des hommes manifester leur mécontentement. Aujourd'hui, on est dans quasiment le même registre où un parti politique appelle également les Camerounais de tous bords, parce qu'en Algérie, il n'était même pas question d'un parti politique. Ce n'était pas un parti politique, ce sont les Algériens qui ont dit « on en a ras la casquette » d'un certain nombre de choses. Donc aujourd'hui au Cameroun, on a également toutes les raisons d'avoir des choses à redire. Mais maintenant, on se serait attendu à ce que notre gouvernement, les personnes qui ont le pouvoir, qui ont la force, qui ont la dernière parole, se mettent en face et nous écoutent. Si les Camerounais aujourd'hui sont enclins de suivre M. Kamto, le président, entre guillemets, du petit parti politique, si aujourd'hui les Camerounais sont enclins de l'écouter, c'est parce qu'il nous rappelle qu'on a des problèmes avec notre système de santé. Et c'est vrai. L'un des points parmi les points. Il nous rappelle également que à Tchikar, là-bas, on n'a pas d'hôpitaux. Il nous rappelle que hier, dans un reportage où Kediara a fait un reportage, on a vu l'école de Bangapongo. Vous avez vu l'état de cet établissement scolaire? Est-ce que les Camerounais, capitale économique. Est-ce que les Camerounais n'ont pas le droit de dire on ne veut pas de ce genre de choses, étant entendu qu'on n'est plus censé être à ce niveau? Ils ne devraient pas voir en ça le chassement de M. Paul Biya. Ils devraient voir en ça le ras-le-bol des populations camerounaises qui ne demandent que à avoir une vie meilleure. Je crois que le fait une interpellation de la part du peuple pour que les choses soient améliorées. C'est tout. Et en ça, moi, je n'ai pas compris la communication du RDPC. Vous savez, moi, lorsqu'il y a il y a la communication du RDPC, il y a la communication du ministre de la communication porte-parole du gouvernement, et il y a la communication du ministre de l'administration territoriale pour la Tangandji. Oui, je vous dis donc que je n'ai pas compris. Bon, on ne met pas à côté la communication des différents gouverneurs, hein, les préfets, comme celui de Yaoundé deuxième, oui, du sous-préfet, ils appliquent ce que M. Atangadi leur a demandé de faire, tout simplement. Donc, en ça, il n'y a pas... Ils n'ont pas à avoir peur. Je crois qu'ils ont tout à leur avantage. Ils ont la majorité électorale. Donc, laissez simplement les gens... Ils ont la majorité au Parlement, ils ont la majorité au Sénat, ils ont la majorité, ils ont la quasi-totalité justement des mairies au Cameroun. Des fonctionnaires, ils ont 71% quand même, non? Donc, maintenant, le reste là, laissez simplement que les Camerounais fassent le tapage, laissez-les faire le bavardage et après, la vie va continuer. Si vous estimez. Donc maintenant, il n'y a pas... Moi, la communication de M. Sadi qui parle d'insurrection, moi, je trouve que ce n'est pas un problème. Sauf s'ils ont pris ce que les internautes disent sur la toile en termes de chassement, comme pour agent comptant, en disant que M. Kamto, puisqu'il a dit que si une marche est pacifique, on ne va pas parler de chassement. Charles Amel Bachou, tant de communication pour une petite communication d'un petit parti politique. Finalement, qui est grand parti politique et qui est petit parti politique dans l'affaire? Monsieur Michel Ngachou, je vous renvoie à l'image de David et Goliath. Si vous pouvez voir cette image, vous allez vous rendre compte qui a réussi à terrasser Goliath. C'est le petit David. Avec un petit caillou. Avec un tout petit caillou, comme ça, M. Michel Ngachou, il a réussi à terrasser. Dans une chefferie, lorsque le roi de retour se rend compte que devant les cases de ses femmes, les marmites sont renversées. Il n'entre même pas dormir, il fait demi-tour, il appelle pour la conciliation. Dans la même chefferie, lorsque le chef ou le roi a pris une décision contraire, on l'attend dans la case des neufs. Lorsqu'il entre, on le lave. Les gens pensent souvent que dehors là, on l'attend dans cette case. Dans cette case, il n'a aucun droit. Il n'a même pas le droit du chef, même le respect. Non, puisqu'en fait, il n'est que le porte-parole. Il n'est que le porte-parole. Donc on le lave là-bas. Quand il ressort, quand tous ressortent de l'ordre, il raconte que bon, mais dedans, il ne s'en sort pas. Est-ce que nous avons des contre-pouvoirs au Cameroun? Non. Nous n'en avons pas, M. Michel Ngachou. La preuve, on vous dit que dans les élèves de la classe terminale vont désormais apprendre un cours particulier, des modules particuliers en histoire.
l'histoire quelqu'un de sur vivant. Donc, un homme vivant. j'en viens à cela pour dire, vous avez la charrue qui a été mise avant les bœufs. Nous avons décrié ici que, mais comment c'est le ministre de l'administration territoriale qui fait un point de presse. On a bavardé, on a dit non, vraiment, ils ont raison. Non, ils ont raison, vraiment. Ils essaient d'écrire quelque chose. Quand vous parcourez le texte, M. Michel Gachou, vous sentez que c'est quelque chose qu'on a fait à la va-vite. Le texte, la communication de porte-parole, c'est quelque chose qu'on a fait à la va-vite, histoire de dire, respectons-nous aussi les carnavals. Vous avez vu après, on a commencé à prendre. À quel moment est-on membre du gouvernement? Et à quel moment est-on la diplomatie quand même de M. Sadi? Monsieur Michel Gachou, on a lu comme je l'ai lu entre les lignes, mais je dis ça, c'était un ramassé, excusez-moi. On l'a fait avec beaucoup. Vraiment. Extrait de copie-collé de Est-ce que vous n'êtes pas excessif quand même, Charles Lamel, quand vous dites que c'est un ramassis? C'est quand même Monsieur Michel Gachou, c'est quand même le porte-parole du gouvernement. Il y a une phrase qu'on a employée dans ce texte. Le maintien de la paix, la préservation du maintien de la paix sociale. On est dans la paix sociale au Cameroun. On parlera du Nozo. Je vous prends. Est-ce qu'on est dans la paix sociale au Cameroun, monsieur Michel Gachou? Ça, c'est des expressions qui sont à même de pousser encore les Camerounais à descendre dans la rue. Je vous ai dit, je n'ai pas d'eau depuis 1 mois. Vous pensez que je suis content? J'ai besoin d'attendre le MSC pour dire que je suis fâché? Voilà. Vous avez des coins, il n'y a pas de lumière depuis des mois. Vous pensez que j'ai besoin d'attendre le MSC pour dire que je suis en colère? Vous savez combien de Camerounais ont été démolis, monsieur Michel Gachou? Vous savez combien de familles? Baladez-vous à Lok-Bessou à l'heure actuelle. Baladez-vous près des églises. Vous allez voir beaucoup de familles, monsieur Michel Gachou, qui dorment sur la véranda des églises. Où est le MINAT? Où est la direction de la protection civile? Vous pensez que ces personnes ont encore quoi perdre? Vous pensez que ces personnes ont encore quoi perdre, monsieur Michel Gachou? C'est ceux-là qu'on retrouvera dans la rue bientôt? Donc ils viendront mourir là-bas alors, c'est ça? Monsieur Michel Gachou, même vous-même qui êtes là, vous êtes en colère. On est susceptible de vous retrouver en colère. Même vous qui êtes là, vous voyez, vous riez. Il ne faut pas dévoiler les choses. Non, je ne dévoile pas. Je veux dire que, vous l'avez dit, Dominique Audrey, que nous tous ici, on est en colère. Non, vraiment. Nous tous, on a des problèmes. Ça ne va pas. Vous avez aujourd'hui dans les lycées. Dans les lycées aujourd'hui, c'est devenu systématique. Vous payez tout. Et les frais et tout. On ne demande même plus de payer. Vous payez tout. La pension aujourd'hui. Avec les frais de dossier. Dans les établissements scolaires, monsieur Michel Gachou, il y a des parents qui sont arrivés. On lui a dit, ah, donc vous êtes venu pour inscrire l'enfant, bienvenue. Dès que vous payez, on dit qu'on soustrait d'abord l'argent de l'année dernière, que vous n'avez pas fini, et vous complétez. Vous êtes content, monsieur Michel Gachou? Vous n'imaginez pas, les enfants vont s'inscrire dans une autre école cette fois-ci. L'école précédente dans laquelle ils ont fréquenté, c'est pour ça que je vous on a dis, confisqué les bulletins il y a et on dit aux parents que vous payez d'abord l'argent de l'année dernière avant d'entrer en possession de on a changé tous les livres au programme de l'école maternelle et jusqu'au primaire, on a changé tous les livres. Est-ce qu'on avait, quand ils avaient débattu de ça, ils avaient dit que c'était 2 ans, non? Ah ben, est-ce que vous savez qu'on a changé? Mais vous nous informez là, Charles Lamel. Mais voilà, donc écoutez, on a vu justement que sur la situation vous avez vu le livre de terminal, l'histoire de terminal. On a changé, monsieur Michel Gachou. Alors, je vous pose la question de savoir, vous pensez qu'un parent qui reste va avoir quelle joie? Je peux avoir quelle joie, moi, en tant que parent? Oui, justement, ce qu'on se demande, est-ce qu'on ne fait pas ça? C'est-à-dire que quand on prend les textes juridiques aujourd'hui, on vous dit la Constitution a prévu ici, comment on dit ça, les textes internationaux, justement, il faut les respecter, etc. Alors, est-ce que vous ne croyez pas que le gouvernement semble, je dis bien semble, tout faire pour vous mettre en colère? Quand vous observez, je vais vous dire, quand ce gouvernement est face à un choc, la première chose que le gouvernement fait, on bouleverse la préfectorale. On peut prendre les gars qui avaient chômé, qu'on avait déjà oublié. Ils sont d'abord vengeurs. Aujourd'hui, c'est ta part. Le gars arrive, il s'agit, il dit que ne tentez pas. Si aujourd'hui on m'a donné, c'est mon tour, ne tentez pas. Oui, je vous le dis, on va chercher des gars qu'on a lésés. C'est le système. On va prendre des colonels, on va ressortir, on a modifié le tribunal militaire, on bouleverse tout le système. C'est des personnes qui avaient été lésées avant qu'on dit que gars, on te donne aussi ta chance. Le gars arrive et dit que donc c'est à mon tour que vous voulez faire le désordre. Donc c'est à mon tour que vous voulez descendre dans la rue. Voilà. Bon Bengan. Et c'est ça ce qu'on voit là. Bon Bengan. La situation est telle que nous la voyons aujourd'hui. La peur sévit dans les 2 camps en même temps. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? C'est-à-dire qu'il y a les populations qui se disent allons-nous descendre dans la rue ou pas?
les partis politiques également qui disent allons nous joindre à la population ou pas. Finalement, l'État qui semble également, le gouvernement qui semble avoir très peur même encore, finalement, qu'est-ce qu'on fait? Même si un rapport de force aujourd'hui, de quand les armes, nous n'en avons pas. La formule consacrée que le gouvernement nous a toujours délivrée, c'est de savoir que le chef de l'État est conscient. C'est pour ça que Dominique et moi, on lui demande donc de prendre cela comme une interpellation, de dire que les libertés publiques, ce sera comment? Le problème anglophone, il a dit dernièrement avoir rempli, qui perturbe, c'est comment? Comme c'est lui qui détient la solution, qu'il parle, qu'il s'exprime et nous dise. Maintenant, s'il ne parle pas, vous n'allez pas empêcher le peuple d'utiliser la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui va se dire que maintenant, nous avons également le droit de nous lever contre l'oppression et contre la tyrannie. Donc, pour cette raison que le peuple, c'est le peuple qui donne les normes, ce n'est pas le gouvernement. La norme, c'est le peuple. Donc, c'est le peuple qui va orienter le sens de sa vie. Ce n'est pas le gouvernement. Et si le gouvernement, justement, n'est pas dans le sens de la vie qu'oriente le peuple, c'est un gouvernement qui doit avoir une motion de censure, une motion de retrait de confiance de la part du peuple. Le gouvernement a déjà un éclaireur, le peuple n'a pas besoin d'avoir d'autres éclairages. La situation est tellement grave, Madame, Monsieur, on en reparlera dans un instant avec Karim Santia, Dominique Audrey, Mbombo Bengan Kandje et Charles Amel Batiou. Et ensemble, nous allons continuer à éveiller les consciences camerounaises. Le Cameroun nous appartient et ensemble, on le reconstruit. Allons déjà saluer Consti Lamine ce matin qui est avec nous. Consti, bonjour. Alors, bonjour Michel Ngatiou, bonjour à tous les téléspectateurs de cette émission et bonjour à tous les clients du concept Salaka. Vous aviez été nombreux à demander une seconde prolongation et vous savez très bien que le concept Salaka est un concept qui est en partenariat direct avec ses clients et quand le client demande, le concept Salaka essaye bien sûr de répondre favorablement à la clientèle. Raison pour laquelle je vous offre encore un mois de double réduction du côté du magasin 1001 tapis et je rappelle que cette double réduction ne concerne pas les Von Bio et la pommade contre les hémorroïdes. Oui, la précision, elle est très importante dans la communication commerciale. La double réduction est valable sur tous les autres articles du magasin 1001 tapis. Et ce mercredi matin, il y a du nouveau. Il y a du bon au magasin 1001 tapis. Alors, j'ai donc l'honneur de présenter pour la première fois dans une chaîne de télévision camerounaise les tensiomètres, bien entendu. Cet appareil qui vous permettra de prendre votre tension, que ce soit à la maison, que ce soit au bureau, partout où vous êtes. Il est important de prendre sa tension, bien entendu que chacun devrait l'avoir. Raison pour laquelle je viens donc ce mercredi matin rappeler à tous les téléspectateurs de cette émission, à tous les clients du concept Salaka, qu'il y a les tensiomètres du côté du magasin 1001 tapis, les tensiomètres de très très bonne qualité, les tensiomètres vendus avec garantie, les tensiomètres d'origine à des prix vraiment les plus bas. Vous les avez au magasin 1001 tapis, c'est à Douala au Cameroun. C'est tout nouveau, c'est tout beau, ça vient à peine d'arriver au magasin 1001 tapis. C'est hier aux environs de 19 h qu'on a reçu cet important arrivage du côté du magasin 1001 tapis pour ce qui est des tensiomètres de très très bonne qualité. La suite, on en parlera tout au long de notre communication sur Equinox. Alors le cadeau spécial de ce jour, comme la semaine dernière, les 20 premiers clients, je dis bien, la semaine dernière c'était les 10 premiers clients, les 20 premiers clients à commander au moins ces 2 articles vont recevoir gratuitement un parapluie. Oui, un parapluie neuf, un parapluie de qualité offert aux 20 premiers clients qui vont commander au moins ces 2 articles du côté du magasin 1001 tapis. Quelle que soit votre ville, votre parapluie vous sera remis. Alors, à vos marques, prêts, appelez. Nous allons tout de suite lancer la vente de ce matin avec toujours une nouveauté. C'est des grands tapis. Oui, des tapis de qualité supérieure. Des tapis neufs, des tapis d'origine turque. Vous les avez normalement à 17 000 francs, mais dans le cadre de la double réduction, vous les avez à 15 000 du côté du magasin 1001 tapis, un très grand tapis à 15 000. On a également des robots mixeurs de bol. Vous les avez à 12 000 francs. Au lieu de 12 000, vous les achèterez à 11 500 francs du côté, bien sûr, du magasin 1001 tapis. On parle également musique, on parle de qualité du son,
On parle oufeur, vous les avez à 35 000, mais dans le cadre de la double réduction, vous les achèterez à moins de 35 000 francs du côté du magasin 1001 tapis jusqu'au 15 octobre 2020. On est également toujours dans la vente de ce matin, chers téléspectateurs, un fer à vapeur moyen. Il coûte normalement 7 500, mais vous l'achèterez à 7 000 du côté du magasin 1001 tapis avec garantie et service après-vente assuré. La suite nous conduit, chers téléspectateurs. La rentrée scolaire, c'est très bientôt. Les établissements, les élèves, un laptop Pentium M 80 Go de disque dur, au lieu de 55 000 francs, vous l'achèterez à 50 000 du côté du magasin 1001 tapis, c'est à Douala au Cameroun. Les régulateurs de tension numérique, vous les avez à moins de 16 000 francs. Le prix normal est de 16 000. Le prix de la double réduction, il est moins de 16 000 francs. Ce régulateur de tension numérique du côté du magasin 1001 tapis pour sécuriser les appareils. Les détendeurs intelligents IGT. Le seul détendeur qui parle, le seul détendeur qui contrôle l'évolution du gaz, le seul détendeur qui réduit la consommation du gaz, vous l'avez à 11 500 au lieu de 12 000, spécial double réduction sur ces détendeurs intelligents IGT d'origine danoise. Un ordinateur complet. Regardez la présentation physique de cet ordinateur. Un ordinateur en tour avec unité centrale, écran plat, clavier, souris, tout installé à l'intérieur, vous l'avez à 50 000 francs au lieu de 55 000 du côté du magasin 1001 tapis. Dans le cadre de la double réduction, les établissements, les élèves, venez au magasin 1001 tapis. Le grand robot mixeur 2 balles. Un bol à eau pour les condiments secs, un bol pour les condiments frais, un bol à sec pour les condiments secs. Vous l'avez à moins de 24 000 francs du côté du magasin 1001 tapis, c'est à Douala au Cameroun. Une clé USB neuve dans son emballage 32 Go. Normalement, ça coûte plus de 16 000 ailleurs, mais nous la vendons à 9 500. Mais dans le cadre de la double réduction, vous l'avez à 9 000. Cette clé USB de 32 Go du côté du magasin 1001 tapis, c'est à Douala au Cameroun. Un laptop Core i5 avec garantie, 250 Go de disque dur, 4 Go de RAM, lecteur et graveur DVD Wi-Fi. Au lieu de 135 000, je vous le vends à 130 000 francs, accompagné bien sûr d'un cadeau spécial. Oui, venez au magasin 1001 tapis et découvrez ce cadeau qui est caché derrière ce laptop qui coûte normalement 135 000, mais vous l'avez à 130 000 francs au magasin 1001 tapis. On parle également du grand fer à vapeur à 12 000 francs, mais alors, à l'occasion de la double réduction, vous l'achèterez à moins de 12 000. Je dis bien double réduction au magasin 1001 tapis. On parle également de plus en plus, toujours dans cette vente de ce matin, chers téléspectateurs, on parle d'une imprimante. Elle est de retour à cette imprimante. Elle est neuve, elle est dans le carton, elle scanne, elle photocopie, elle imprime. Vous l'avez à moins de 35 000 au magasin 1001 tapis, c'est à Douala au Cameroun. On parle également des bouloirs électriques à 6 000 francs au lieu de 6 500 francs, toujours au magasin 1001 tapis. On va également rappeler qu'il y a des oufs, le bon son, l'ambiance, la bonne humeur avec ce magnifique oufeur. Oh là 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 là, les rallonges à moins de 6 000. N'achetez plus n'importe quel rachat téléspectateur. Les robots mixeurs 2 balles, vous les avez à 11 500 francs. Ça se passe au magasin 1001 tapis. N'oubliez surtout pas votre nouvel appareil pour prendre la tension, le tensiomètre en vente chez nous à un prix très très abordable. Merci chers clients, commandez là et bénéficiez de plusieurs avantages. N'oubliez surtout pas, les 20 premiers clients reçoivent un parapluie gratuit à condition d'acheter au moins ces 2 articles du côté du magasin 1001 tapis. Merci beaucoup et bienvenue chez nous. Allez, à très vite justement pour d'autres ventes encore sur notre antenne. Madame, messieurs, merci également à vous de rester présents sur Equinox Télévision. Le Cameroun et ses réalités actuelles, comment les comprendre aujourd'hui, mais surtout comment en sortir dans ces crises sociales qui traversent le pays. On s'en souvient encore et on n'oubliera pas que depuis 4 ans, la zone dite entre guillemets anglophone, ça dit, bon, on va dire Bamenda et Bouya aujourd'hui, reste toujours fortement militarisée et l'opération Bamenda Clean commence à faire parler plus d'un. Qui sont ceux exactement qui sont sur le terrain de Bamenda
Pourquoi il y a des militaires partout dans la ville de Bamenda? Qui sont ceux qui prennent des télévisions dans des domiciles? Et pourquoi prendre des télévisions? Est-ce qu'on peut comprendre l'attitude de ces agents des forces de maintien de l'ordre qui rentrent chez des personnes et demandent à prendre simplement des téléviseurs et des radios? Pourquoi des téléviseurs? Pourquoi des radios? Ne doivent-ils pas aussi être informés? Ne doivent-ils pas prendre le pouls de l'actualité au Cameroun? Pourquoi cette attitude-là, madame, monsieur? C'est une situation qui est assez... C'est une... des dérives, une bavure en même temps qui est descriptive et qui est perceptible là-bas à Bamenda. On parle de Bamenda clean, mais s'il faut clean Bamenda en réalité, est-ce que ça allait prendre des télévisions chez des gens et des radios? La question bien sûr est posée sous le fallacieux prétexte de donner simplement les factures de ces télévisions, de ces radios. Il faut bien comprendre ce qui se passe. Karine Sontia, nous restons avec vous justement pour la suite des sujets évoqué sur la toile. Oui, dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, il y a la sortie de Monseigneur Abraham Comé qui a fait une sortie il y a 2 jours, notamment pour expliquer le rôle de l'Église dans notamment le combat pour la liberté. Et il a insisté notamment sur ses raisons et je vais partager avec vous l'avant-dernier paragraphe. J'ai des raisons de penser que tant que cette masse critique d'altruistes éperdument acquis à l'être bien de l'ensemble ne sera pas substantiellement constitué, l'avenir sera toujours exposé au risque de l'utopisme et tout enthousiasme pourrait très vite muer en parodiant Alfred de Musset à une ivresse de l'emballage. Ça, c'est une sortie qui date de 2 jours de Monseigneur Abraham Comé, l'évêque qui est en service à Bafan. Mais cette sortie a aussi permis aux internautes de ressusciter une vidéo de Monseigneur Samuel Cléda dans laquelle il parlait notamment des libertés au Cameroun, comment est-ce que le parti au pouvoir fonctionne et le système aussi, comment est-ce qu'on fait en sorte que les fonctionnaires et les administrateurs soient obligés d'appartenir tous au même et le seul parti politique au pouvoir, le RDPC. Ce vidéogramme, on peut l'avoir ce matin? Oui, on peut l'avoir avec le concours de la technique, si elle le veut bien. Très bien. Le temps pour nous justement d'avoir ce vidéogramme qui est de plus en plus partagé sur la toile, y compris. Voilà. On ne peut obliger personne de faire partie d'un parti. En aucun cas, ça ne doit exister. Or, nous le savons, ici au Cameroun, tu es fonctionnaire. Tu es nommé par l'État, même pas par l'État, tu es obligé de soutenir le parti au pouvoir. Cela n'est pas acceptable. Et c'est cela qu'il faut changer et que le Camerounais accepte de se libérer à ce niveau. Voilà la position du clergé qui est assez précise ce matin, mais maintenant on veut savoir, est-ce qu'au sein du clergé c'est une opinion qui est partagée par tous? Et maintenant sur la toile il y en a qui disent qu'il était temps que l'Église du Cameroun se prononce sur la situation politique. Allez, bon Bengan Kandje, lorsque l'évêque aujourd'hui dans son point de vue parle de la crise ou de la situation sociopolitique au Cameroun et la lecture qu'il fait dans cette sortie-là, qui est longuement partagée sur les réseaux sociaux aujourd'hui, est-ce qu'on va dire que le mal est aussi profond que l'Église commence à appeler le gouvernement en place à faire attention? Je pense qu'il y a 3 choses à observer. La première, l'Église ne l'a pas fait, mais je pense que l'Église devrait également demander pardon parce que l'Église a une collusion incestueuse. Je parle là de l'Église catholique romaine, a une collusion incestueuse avec le pouvoir depuis la colonisation jusqu'à ce jour. L'Église catholique romaine a participé à l'assassinat de Oumniobé. L'Église catholique romaine a participé à l'assassinat de Ernest Ouandjé. L'Église catholique a tiré, les prêtres de l'Église catholique ont tiré à balles réelles sur les manifestants qui organisaient les grèves à Douala en 1945-46, la première grève à l'époque, et ils étaient à la cathédrale Saint-Pierre et Paul, les saints. Il n'a pas organisé. L'Église catholique a sorti une lettre, les évêques de l'Église à l'époque, en 1954, condamnant Oumniobé, traitant de nom de tous les oiseaux, ce qui a amené l'Église protestante à excommunier Oumniobé.
Donc, a fait trop de mal. Il faudrait qu'il s'excuse par rapport à ça. Deuxième chose que je veux dire, l'Église est en train de vouloir faire ce qu'elle n'aurait pas dû abandonner de faire. C'est-à-dire, l'Église est du côté des pauvres et des opprimés. On ne devrait pas essayer de le faire. Donc là maintenant, on va... Parce que Monseigneur Comé parle au nom de l'Église catholique romaine. Parce que c'est lui le président de la conférence nationale épiscopale. Ça veut dire la chose simple suivante. Un évêque, un prêtre peut apporter un langage différent, cela n'engagera pas l'Église. Donc la position de l'Église, c'est maintenant du côté des opprimés. Ou si vous voulez, comment dire la messe quand vous avez les ouailles qui ne vont pas à l'école, qui meurent, qui ne se soignent pas? Donc est-ce qu'ils vont donc écouter la parole du Seigneur qui vous amène au paradis? Donc ils se sont rendus compte maintenant que ce n'est pas possible. Donc il faut rester du côté du peuple. Et détermine la troisième orientation, c'est que c'est cet engagement social de l'Église. Elle avait commencé à le faire en 1996, après les premières élections municipales en période multipartiste. Elle est allée, à travers la commission Justice et Paix, proposer un modèle, une mouture de code électoral consensuel. Je pense que c'était le professeur Pierre Titimouel qui l'avait présenté au nom de la commission Justice et Paix et de l'Église catholique à l'époque. Ça n'a pas pris de fait. Donc aujourd'hui, que l'Église revienne en sorte, ça c'est une très bonne chose. Je parle de l'Église catholique. Je souhaite donc que les autres églises, musulmans, protestants, s'ils veulent vraiment nous amener à Dieu, comme ils disent, mais moi j'ai des doutes, qu'ils fassent donc comme l'archevêque de Douala, qui avait laissé le chapelet et les livres des cantiques et tout à côté. Il est venu dans les herbes avec nous pour soigner le coronavirus. Donc, qu'ils viennent donc aujourd'hui se rendre compte que le peuple camerounais souffre et je dois être avec ce peuple. Donc, on peut espérer voir l'Église dans la rue le 22 prochain. Il faut qu'il le fasse. Il faut que l'Église le fasse. L'Église catholique romaine, les protestants, les musulmans qui descendent. Attendez, vous avez entendu parler de la théologie de la libération. Ils savent bien qui est Dom Elder Camara, qui est Gustavo Gutiérrez. À l'Amérique latine, parce que peut-être les gens ne le savent pas, si l'Amérique latine a cet engagement aujourd'hui, oui, il y a des Che Guevara, il y a eu des gens, certes, mais il y a eu davantage l'implication de l'Église du côté de ceux qui étaient opprimés. Donc c'est ce que Dieu leur demande de faire. Donc il ne faut pas que l'Église continue à s'acoquiner dans les liaisons incestueuses avec le pouvoir en place. Donc que l'Église commence à descendre. Et bien, on peut faire aussi comme nos voisins de la RDC, où Kabila est arrivé à un moment à dire que le seul parti d'opposition que j'ai ici en RDC, c'est l'Église catholique romaine. L'Église parlait de ça, parce qu'en fait, en quoi bon de demander d'amener les gens au ciel si vous les amenez à l'abattoir? Ce n'est pas bon. Donc en fait, ils ont prêté serment pour être sur le chemin de la justice et de la vérité. Merci Mohamed Gan. Et nous voulons d'ailleurs saluer les Camerounais qui nous regardent ce matin à travers les réseaux sociaux, sur Facebook notamment, et vous dire que même si nous sommes signalés, n'oubliez pas, vous pouvez bien comprendre, on est en longueur signalée et quelquefois on peut avoir des perturbations lors de nos diffusions, mais restez courageux, restez téméraires, restez engagés. Pour ceux qui continuent de chercher la vérité, nous avons justement signé notre serment d'Hippocrate à combattre pour le meilleur et pour la vérité. Dominique Audrey, et on posait la question, d'ailleurs peut-être on posait pas la question, bon, pense également qu'il faudrait que toutes les églises se mettent ensemble et descendent revendiquer le bien des populations, le bien du peuple camerounais qui en souffre de leurs ouailles depuis pas mal de décennies. Est-ce qu'on peut compter sur l'église dans sa globalité? Est-ce qu'on peut la voir sur le terrain le 22 septembre prochain? On peut ne pas compter sur l'église dans son entièreté
Et je crois que c'est la même chose qu'on a demandé aux personnes qui étaient censées représenter le peuple à l'Assemblée nationale. Vous arrivez là-bas, même si vous êtes 1 contre 1000, il faudrait tout de même que, au sortir de là, le peuple sache que notre député qu'on a envoyé là-bas est allé et a défendu notre cause, même si ce n'est pas appliqué. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'avoir l'aval du Vatican pour dire que ce qui se passe au Cameroun est un problème. Et inacceptable. Voilà. Donc ici, ce ne sont pas je ne pense pas que ce soit les églises qui doivent descendre dans la rue. Je ne pense pas que ce soit les églises ou bien les mosquées qui doivent revendiquer. Ce sont des Camerounais, point. Dans la globalité. Donc, on est parti sur l'approche qui nous intéresse, c'est le fait que ce soit l'évêque de Bafang qui s'exprime. Donc ça c'est l'église catholique. Ce n'est pas l'évêque de Bafang, c'est le président de la conférence épiscopale. Le président de la conférence épiscopale, donc la conférence des évêques du Cameroun. Oui. Il a eu son point de vue là-dessus quand même. Oui, alors qu'est-ce qu'on dit? Il n'y a pas que les catholiques, il y a les protestants, il y a les musulmans, il y a les justement, éveillés. on doit se départir de toutes ces casquettes-là. Parce que le problème qu'on a, on l'a tous. C'est pas un problème d'église en fait. Non, c'est pas un problème d'église. À ce niveau, on doit se départir de tout. Le problème est global et général. Monsieur Mbachou vous a pris des exemples assez parlants. Lui, là, il est venu ici une fois avec son compteur qui a pris feu. Jusqu'ici, on n'a pas entendu ce que la société en charge de l'électricité a dit. Personne ne s'est prononcé là-dessus. D'autres personnes, il a parlé des casses. Donc, ce n'est pas une affaire d'église. C'est vrai que les pasteurs, les prêtres et autres ont un impact sur les personnes qui viennent dans leur église. C'est pour ça il faut donc qu'ils sortent des communications comme celle-ci et qu'ils s'adressent directement aux gens qui vont aller prier et qu'ils leur disent, voilà, il y a telle situation et il faudrait qu'on fasse telle chose pour que vous, les déplacés de la crise anglophone, qui venez ici tous les jours prier, comme Père Bombok dit, il n'y aura pas d'assemblée dans les cieux où on va faire ça et après il y a une maison qui va apparaître dans un endroit qui ne sera pas inondé. Ce n'est pas comme ça que vous aurez la réponse à votre problème. Donc, c'est à eux, c'est à chacun dans son secteur de voir comment il va organiser les choses. Qu'est-ce qu'on va dire, Charles Hamel? Je m'interroge bien sûr les homélies qui seront dites ce dimanche dans les chapelles. Je commence à voir les pasteurs ici qui cherchent les textes de samedi et de dimanche. Je vois les imams qui ont... Oui. Soyez pas surpris qu'on aille chercher. On peut chercher, on peut transformer. Charles, donnons la parole à Charles Hamel qui se prononce sur le sujet. Monsieur Michel Ngachou, pendant plus de 50 ans, on nous a fatigués avec des messes écuméniques. Prière pour les déplacés, que le Seigneur bénisse. Seigneur, prière écuménique pour ceci, pour la famine dans le Nord. Prière pour ceci. Monsieur Michel Ngachou, je peux vous assurer, prier et jeûner, ça ne vous aidera pas. Vous avez besoin de vos bras pour faire les routes. Vous avez besoin de vos bras pour faire le champ. Vous avez besoin... Dieu n'était pas fou pour montrer à l'homme qu'il faut que ta main attrape la nourriture et porte à ta bouche. Monsieur Michel Ngachou, Dieu n'était pas fou. Il y a des rituels pour demander pardon dans toutes les traditions au monde. Et j'estime donc, Monsieur Michel Ngachou, que ici, que l'Église se lève aujourd'hui. J'espère qu'elle est sincère. Ce n'est pas l'Église, ce sont des individus. J'ai dit, non. J'espère qu'elle est sincère. Tout à fait. Parce qu'on se rappelle que le cardinal Toumi nous avait fait la classification des cartons qu'on envoie à l'église, aux cardinaux, aux évêques, aux archevêques, à fin d'année, les cartons. Non, même pour les événements spéciaux, on envoie à l'église. J'espère que cette église qui se prononce n'est pas ce Judas ou ce Thomas. Parce qu'on sait qu'il y a de l'argent qui part de quelque part pour arriver justement à chaque prêtre, à chaque évêque et à chaque cardinal. Je le dis, monsieur Michel Ngachou, parce qu'on sait ce qui peut se passer entre aujourd'hui et dimanche, ou les versets que vous croyez qu'on cherche là. Non, je dis, j'espère que l'église est sincère. Merci beaucoup. Attendons de voir, restons assez prudents. Et redonnons bien sûr la parole à Constille Lamine qui est avec nous ce matin, qui revient avec nous pour une ultime communication. Madame, Monsieur, restez avec nous sur les antennes Equinox Télévision. Constille Lamine, rebonjour. Rebonjour Michel. Tout d'abord cet élément. Claire, Constille Lamine, qu'on va retrouver dans un instant. Il est avec nous, dans un instant. Alors une fois de plus, bonjour chers téléspectateurs et merci de nous accueillir chez vous.
Qu'y a-t-on dans nos conduits auditifs? Une matière jaunâtre et peu ragoûtante que nous avons pris l'habitude de retirer avec des cotons-tiges. Pourtant, il ne faut jamais faire ça. Le coton-tige provoque des bouchons d'oreilles ou pire que ça, il blesse vos tympans. Et c'est encore plus fréquent chez les enfants dû à leur conduit auditif plus étroit. Pour remédier à ce problème, des chercheurs ont mis en place un appareil permettant d'aspirer l'intérieur des oreilles sans aucun risque. L'embout de cet aspirateur est conçu pour aspirer uniquement d'un côté. Cela permet de ne jamais être en contact avec votre tympan. Mais cela est-il vraiment nécessaire de se nettoyer les oreilles? Oui. Les médecins recommandent un nettoyage d'oreilles par semaine. Il existe certains moyens de les nettoyer, mais ils sont souvent trop coûteux et prennent énormément de temps. C'est donc pour cela que le Earlys Up a été conçu. Car il est sans aucun risque, rapide, moins cher que toutes les autres méthodes, mais surtout il nettoie à 95% vos oreilles, contrairement aux autres méthodes qui nettoient au maximum 60%. Pour utiliser le Earlys Up, rien de plus simple. Allumez l'appareil et entrez délicatement le tuyau dans votre oreille ou celle de votre enfant. Faites ensuite tourner lentement le Earlys Up pour ainsi aspirer tous les déchets du conduit auditif. Il est recommandé de faire cette manipulation pendant 10 à 20 secondes par oreille. Sachez que chaque jour, plus de 200 personnes sont hospitalisées à cause des cotons-tiges. Ils provoquent souvent des bouchons de coton et de cérumen, mais le plus grand danger reste le dégât au niveau des tympans qui provoque souvent des pertes de l'audition. Consti, on vous écoute. Alors je pense que ce spot essaie de tout dire. Hein. Rien que la qualité du spot, la qualité des acteurs, le message qu'il y a derrière ce spot devrait attirer l'attention de tous nos téléspectateurs, bien entendu. Il ne me reste plus qu'à rappeler à nos téléspectateurs qu'il est important de nettoyer de temps en temps ses oreilles. Mais alors avec quoi devrait-on nettoyer ses oreilles? Avec cet appareil qui a été présenté dans ce spot et qui a été tourné de l'autre côté du monde par nos partenaires, bien entendu. Alors une fois de plus, chers téléspectateurs, arrêtons d'utiliser les cure-dents, arrêtons d'utiliser les brindilles de balai, arrêtons d'utiliser les stylos, arrêtons d'utiliser également, bien entendu, les cotons-tiges. Aujourd'hui, l'appareil qui vous permet de nettoyer délicatement vos oreilles, c'est bien entendu le Earlys Up qui peut s'utiliser, bien entendu, par tout le monde, que ce soit pour les bébés, que ce soit pour les adolescents, les personnes du 3e âge, chacun devrait avoir le Earlys Up. Étant donné que la rentrée scolaire, c'est dans quelques semaines, alors c'est l'occasion pour moi d'attirer l'attention de tous les parents de bien vouloir passer au magasin 1001 tapis. Question de mettre à la disposition des enfants cet appareil qui leur permettra de nettoyer bien de temps en temps les oreilles. L'appareil s'appelle le Earlys Up, encore appelé en anglais, en français, appareil pour nettoyer oreilles. De l'école AMC, hein, appareil pour nettoyer oreilles. Donc, any man must get this appareil pour nettoyer oreilles. Nous allons passer bien entendu au prix de cet appareil, bien entendu révolutionnaire, de cet appareil tout nouveau. Le prix normal du Earlys Up est de 9 000 francs. Oui, c'est le prix normal de cet appareil qui vous permet de nettoyer les oreilles. Le prix de promotion, vous l'aurez tout à l'heure à l'écran, qui est de 7 500 francs. Le prix, bien entendu, de la double réduction est de 7 000. Oui, je dis bien pour ceux qui n'ont pas encore leur Earlys Up, vous pouvez l'avoir jusqu'au 15 octobre 2020 au prix de 7 000 francs, un appareil qui vous permet de nettoyer les oreilles. Alors, comment faire pour commander un article au magasin 1001 tapis, que ce soit le Van Bio Oméga 3, que ce soit la pommade contre les hémorroïdes, que ce soit les languettes médicales, que ce soit le Earlys Up, que ce soit les ordinateurs, les robots mixeurs, les tapis. C'est très simple. Restez dans vos villes, restez dans vos pays, relevez le numéro de téléphone et appelez directement le magasin 1001 tapis et présentez votre commande. On se chargera bien entendu de faire une livraison en quelques heures, chers téléspectateurs. Donc, on n'a pas besoin de se déplacer. Pour ceux qui ont besoin de cet appareil, le Earlys Up, je rappelle qu'il coûte en ce moment, jusqu'au 15 octobre 2020, la somme de 7 000 francs, qui est le prix de la double réduction. Merci beaucoup et surtout n'oubliez pas, soyez conscients, prudents et prévoyants. Ainsi, vous allez réussir, vous allez pouvoir avoir des articles de qualité en venant au magasin 1001 tapis. C'est un plaisir, madame, messieurs, de vous écouter. Consti Lamine, c'est également un plaisir de vous savoir nombreux tous les matins à nous regarder entre 10h et 12h sur les antennes Equinox Télévision. Madame, messieurs, la grande équipe et moi-même, nous vous disons merci d'avoir trouvé encore du plaisir à nous regarder ce matin. Donnons-nous rendez-vous demain lorsqu'il sera 10h. Et croyez-moi, ensemble, ce pays qui nous appartiendra, on va ensemble le reconstruire. À demain.